Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, et c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, c'est la rentrée, on a mis nos plus beaux habits, on a rempli nos cartables pleins de livres, plein de films, plein d'autres outils servant la culture. Certains, comme Arthur, ont fait leur devoir en rattrapant leurs classiques non vus du jeu de la honte. Quant aux autres, ce sont de mauvais élèves qui ont préféré se prélasser au bord de la piscine avec un gin tonic. Mais au diable les erreurs du passé, nous repartons tous sur de bonnes bases. Des festivals ou des festivals, je sais jamais, des projets, des interviews, des blagues, mais surtout des chroniqueurs de mauvaise foi qui s'écharpent pour savoir si Josiane a vraiment 45 ans et si la parité des salaires est vraiment respectée sur Pandora. Bref, les vacances c'est bien, mais la rentrée c'est mieux, vous nous avez manqué et on fera tout pour vous offrir une nouvelle saison réalisée sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Comment ça va les amis ? Coucou. Franchement, ça fait pas du bien de nous retrouver là, tous ensemble, l'équipe au grand complet. Ouais, tous, il y a vraiment tout le monde là. Ouais, tout le monde. Vraiment tout le monde. Vous m'avez tous manqué. Si je puis me permettre, il me manque quand même une personne. Nicolas, non, peut-être ? Un présentateur ? On vous avait pas prévenu. Alors, on commençait à trouver ça redondant avec Nicolas d'être toujours d'accord sur les films. Du coup, on a fusionné. Enfin, ça vous gêne pas, hein ? Moi, ça me gêne pas. Ça me regarde pas, surtout. Moi, je me disais que j'avais jamais remarqué que t'avais de la moustache et du coup, parce que du coup, on se sentait un peu trop comme One Brain, donc maintenant on est aussi One Body. Et c'est très bien comme ça. Bravo à vous. Ok. Je ne suis pas jaloux. Bon, puisque ça vous va, on peut commencer. Heureusement, nous avions pu traiter le phénomène Barbenheimer avant de partir, mais il y a quand même quelques films qui ne nous ont pas échappé. Yannick, le plus grand succès au box-office de Quentin Dupieux, La Main, Les Tortues Ninja, Le Dernier Voyage du Déméter ou encore Fermer les yeux. On voulait vous en parler, donc voilà les rattrapages de l'été. D'ailleurs, Arthur, en plus d'avoir fait Venise regarder 3 filmographies au complet, tu as trouvé le temps de voir tous les films en salle en août. Non, il y en avait que j'avais rattrapé, que j'avais vu en projection presse auparavant. Mais il y avait effectivement dans le lot certains de mes films préférés de l'année. Et alors il y en a un que t'as pas cité, mais dont j'aimerais vraiment parler parce que c'était une petite sortie tandem et qu'il a pas eu énormément de copies. Donc quand il sortira en VOD, s'il vous plaît, regardez-le. C'est un film qui s'appelle Sabotage en français, How to Blow Up a Pipeline en anglais. C'est un premier long de Daniel Goldhaber alors c'est assez intéressant, c'est une adaptation d'un manifeste politique écrit en 2020 par Andreas Malm du même nom et qui est en fait un pamphlet sur qu'est-ce que doit être l'action civile, l'écoterrorisme et à quel moment on doit intervenir parce qu'on en a marre que les politiques ne fassent rien. Ça, c'est l'aspect théorique. Et lui, il va en tirer avec son équipe un scénario de thriller, de film de braquage. Ça va être l'histoire de 8 individus américains qui, par A plus B, parce que leur histoire leur a amené à un moment se poser cette question-là, parfois par pure écologie, parfois par pur besoin, parce qu'à l'instant T, là, sinon moi, ma maison, elle va cramer, d'aller faire un geste. Et le geste, ça va être en l'occurrence de poser un explosif sur un pipeline de pétrole. C'est un film qui est monté en escargot, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on avance dans l'histoire et à chaque fois qu'on avance, on fait un petit flashback sur un des personnages au fur et à mesure du truc. Oui, je vois. C'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien construit, extrêmement bien exécuté et c'est un ressenti que j'ai rarement, mais je l'ai vu, je me suis dit putain, qu'est-ce que j'aurais aimé écrire ce film. C'est un film incroyable pour un premier long, je trouve ça fou, c'est un tout petit budget. Voilà, moi Sabotage, je vous le dis, je pense d'office, il ne pourra pas bouger de mon top 10 de l'année. On le note. Si tu mens, on t'est viré. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est un peu radical, ok.
Il faut peut-être dire un petit mot. Moi, je n'ai pas vu le film, mais j'ai lu le texte qu'il adapte d'Andreas Malm, qui est donc un texte éponyme, Comment saboter un pipeline. Si le sujet vous intéresse, foncez. C'est un texte qui est très bref, extrêmement facile à lire et qui en gros revient sur une idée reçue, à savoir pour que les combats politiques et en général et l'écologie en particulier puissent fonctionner, ils doivent surtout faire attention à ne pas tomber dans trop de radicalité et ne pas devenir des mouvements violents. Il rappelle que c'est pas vrai, que la plupart des grands mouvements qu'on perçoit aujourd'hui comme pacifiques ont été extrêmement violents et ont dû l'être pour obtenir des victoires. Et donc il se pose la question de est-ce que si l'écologie n'arrive pas à progresser aujourd'hui, est-ce que c'est pas justement parce qu'elle n'est pas violente? Et alors, ce qui est intéressant, alors le bouquin est disponible chez La Fabrique depuis 2-3 ans maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que le film va questionner pourquoi chacun va faire ça, sans jamais les juger, sans jamais pour autant prôner cette violence-là, et en même temps en interrogeant le spectateur en disant est-ce qu'ils ont eu raison ou pas. Moi, je vous donnerai pas mon avis, mais je pense que vous le devinez. Non, c'est un film que je trouve vraiment extrêmement puissant, et effectivement, le sujet est très fort. Surtout que c'est arrivé quelques semaines après une petite histoire de la dissolution de la Terre. Donc, vous voyez, c'est quand même un peu ancré dans l'actualité. Donc voilà, vraiment sabotage de Daniel Goldhaber. Les soulèvements de la Terre. Oui, tu dis quoi? Dissolution de la Terre. J'étais là, genre, waouh, merde. J'étais waouh, on est passé tout près, quoi. Pardon, excuse-moi, vous m'avez compris. Il y a un autre film dont tu voulais nous parler, qui est un peu différent, peut-être. Un petit peu moins politique. Enfin, peut-être pas, je sais pas. Tu voulais nous parler des Tortues Ninja. Oui, alors un petit peu différent, très différent. Non, effectivement, c'était pareil, c'était une de mes grosses attentes. Pour le coup, j'ai eu la chance de le voir juste avant le festival d'Annecy. Je crois qu'à l'époque, je vous avais dit que je en parlerais peu parce que je voulais en parler ici. Spoiler, on a pris des vacances, j'ai pas pu. C'est un film réalisé par Jeff Rowe et Kyler Spears, qui est Jeff Rowe, en tout cas, c'est l'un des deux réalisateurs des Mitchells contre les machines. Donc vous voyez, c'est ce type d'animation là. C'est une animation clairement basée sur Spider-Verse et moi, c'est un film que j'adore. J'y allais vraiment en traînant deux pieds parce que j'avais un peu la flemme, parce que Tortue Ninja, c'est pas du tout un truc avec lequel moi j'ai grandi. Moi, je m'en fous un peu. Tu es si jeune. Pardon, c'est Nicolas qui parle. Waouh, c'est vrai que j'ai vraiment pas vu la différence. Non, mais franchement, je vous le dis, j'ai pas grandi avec les Tortues Ninja. C'est pas une histoire qui m'intéresse. À la limite, j'ai lu quelques comics. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le scénario, parenthèse, écrit par Seth Rogen, se base justement sur les comics et sur la jeunesse et le moment où ces tortues qui sont enfermées dans les égouts parce que leur papa rat, doublé par Jackie Chan en VO, ne veut pas qu'ils sortent parce que lui a vécu une espèce de racisme, parce que les gens ne comprenaient pas ce qu'un rat pouvait foutre là, et découvrent le monde extérieur et découvrent qu'en fait tout leur entraînement de kung-fu, il peut servir, et que quand ils vont être confrontés à des monstres comme eux, parce que eux ce sont des monstres entre gros guillemets, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'effectivement, c'est un dilemme un peu classique du cinéma, hein. Est-ce que je dois me rebeller ou est-ce que ma conscience va prendre le dessus? Moi, je trouve que c'est un film qui est faussement naïf, mais qui est hyper fort, mais surtout qui a une vraie mise en scène. Et il y a une séquence que moi je trouve dingue de baston, où tu as 4 bastons cumulés, mixés en même temps, où ils vont battre en gros 4 ou 5 patrons de la mafia. Et en fait, ils vont mélanger toute cette scène-là, mais filmer d'abord en travelling sur le côté à la Hellboy, puis après en montrant tout avec des bastons inspirés de Jackie Chan, où on va prendre des objets, où tu ressens les coups, et le tout sur une musique extrêmement calme, on s'entend, c'est pas une musique hyper rythmée, c'est No Diggity des Backstreet Boys, donc c'est un truc un peu lent. Je trouve que c'est une scène, je l'ai vue, j'ai fait waouh, ça c'est ouf. Dans l'animation, réussir à encore avoir des nouveautés comme ça, j'ai trouvé ça très fort. Bref, pour moi, les Tortues Ninja, c'était vraiment la claque que je voyais pas venir. Et par rapport justement au nouveau Spider-Man, Spider-Verse? Pas pareil, pas du tout la même ampleur, pas du tout. En fait, le Spider-Verse, il va vraiment essayer de choper l'essence des comics, des dessins, alors que là, ce qui est intéressant, c'est que les réels ont essayé d'avoir un dessin plus crayonné, plus adolescent, parce que les tortues sont adolescentes. Et donc, la forme épouse le fond. C'est pas la même ambition, c'est pas aussi le même budget, je pense. Mais franchement, c'est très fort. Je pense qu'ils vont en faire une suite, forcément, tu vois, mais... franchement, pour un premier jet, moi j'ai trouvé ça vraiment fort. Après, il y a peut-être des gens autour de cette table qui aiment beaucoup les Tortues Ninja de base et pour qui c'est un point de vue différent. Il faut savoir que oui, moi, de par mon année de naissance, j'ai grandi. Comment vous dire ça? Je vais être honnête, quand j'étais tout petit, j'entends bien tout petit, je pensais que les Tortues Ninja existaient vraiment. Et mes parents ont commis. C'est si mignon! Et mes parents ont commis une erreur fatale, c'est quand est sorti le premier film, long métrage, au cinéma live, ils m'ont emmené le voir au cinéma et après ça, c'était foutu. Parce que moi, j'expliquais à mes parents que, évidemment que ça existe, puisqu'on a pu le filmer. Bande de teubés. Et je me disais, mes parents sont complètement cons. Ils se voient bien
bien qu'elles sont filmées là, les Tortues Ninja, donc elles sont réelles. Donc là, ça a duré un certain temps et ça les a pas rassurés, on va dire, sur mes capacités à Il a quand même 16 ans, c'est bizarre. C'est ça, tu vois, ils se sont dit ouais, socialement ça va être compliqué pour notre petit bout. Bref, mais tout ça pour dire que j'ai adoré les Tortues Ninja. Leonardo a été le parrain dans mon club des Tortues Ninja. J'avais ma petite carte plastifiée et tout. Oh waouh. C'est chaud, ouais. Mais donc du coup, si tu veux, les différentes itérations de cet univers qu'il y a eu au fil des années, moi, m'ont pas beaucoup intéressé parce que tu vois, je suis pas du tout, en revanche, un nostalgique frénétique. Je collectionne ni les jouets, ni ne vais regarder à nouveau les dessins animés, quoi. C'est ma petite enfance. Mais par conséquent, quand quelque chose t'a autant marqué, la nouvelle version 5 ans après, la nouvelle version 10 ans après, la nouvelle version 15 ans après, tu t'en tamponnes un peu le coquillard, quoi. Que ce soit, moi, les autres dessins animés, les autres séries animées, ou même, je dirais, les autres films qui avaient été produits notamment par Platinum Dune, la boîte de Michael Bay. Ouais. C'est pas que Avec je trouvais... Megan Fox. Ouais, absolument. Ils sont dégueux ou pas, les films? Je m'en fiche. Non mais tu vois, si tu veux, ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc là, moi, j'y suis allé un peu en traînant des pieds, non pas parce que je pensais que ça allait être nul, mais parce que vraiment, je n'avais pas spécialement d'intérêt ou de nostalgie active pour cette licence. Et écoute, j'ai passé un moment absolument merveilleux. Je te dirais même, moi, que je trouve ça plus réussi que le deuxième Spider-Verse, pas le premier, le deuxième, parce que si les ambitions sont... j'ai pas du tout réussi. Ah oui, oui, moi j'ai cru que t'essayais de sniffer du tabac, quoi. C'est là, genre, il revient d'Auvergne. il est là. Mais non. Bêtisier, ça. Allez hop, direct. Putain. Non. Et bref, ce que je veux dire, c'est que les ambitions sont indiscutablement moindres, mais en revanche, elles sont parfaitement tenues. Et justement, je trouve que là où le Spider-Verse tendait à essayer de réussir quelque chose de très fort dans l'abstraction, mais à mon sens se prenait les pieds dans la toile, là, le programme est plus simple, et tu l'as dit, les thématiques sont assez attendues. Par exemple, l'opposition qu'il y a entre les gentils et les méchants, c'est globalement, philosophiquement, le grand dilemme des X-Men. Est-ce qu'il faut s'intégrer ou pas? Est-ce que nous faisons partie d'un grand commun, d'un grand collectif qui est l'humanité ou pas? Est-ce qu'on est supérieur à eux? Est-ce qu'ils méritent qu'on nous se cache et que eux aient peur de nous et non l'inverse? C'est ça, exactement. Ouais. Et donc, du coup, si on aime un peu tant les comics que toute cette veine de la culture pop, on n'est jamais surpris par le film. Néanmoins, qu'est-ce qu'il est bien exécuté, qu'est-ce qu'il est riche, qu'est-ce qu'il est enlevé. Je rejoins tout à fait ce que tu disais sur les scènes d'action. Et moi, je trouve que... Parce qu'en plus, c'est pas gagné, tu vois, quand un film essaye de reproduire un gimmick, en l'occurrence ici, on va dire l'animation, parce qu'il y a aussi le nombre d'images par seconde, et la manière d'animer le design global d'un film, comme le film le fait ici avec Spider-Verse, mais comme le deuxième chapeauté l'avait fait il y a quelques mois, c'est pas évident quand même de conserver une identité propre. Tu vois, le risque de faire un gros gloubi-boulga très opportuniste est important, et pourtant le film ne donne jamais ce sentiment. Donc ouais, très très beau film d'animation. Alexis, l'air marin te manque déjà, mais tu avais envie de nous embarquer sur un type de croisière tout particulier. Parle-nous un peu du dernier voyage du Déméter. Alors, effectivement, la croisière est particulière, elle est musclée, surtout. Elle s'amuse pas. Ah non, elle s'amuse très peu, la croisière. Donc, pour résumer, le dernier voyage du Déméter, c'est donc un film d'épouvante, j'ai presque envie de dire d'épouvante / action par moment, réalisé donc par André Ovredal, qui avait notamment réalisé The Autopsy of Jane Doe et Scary Stories to Tell in the Dark, entre autres. Et en fait, le film est basé sur un court moment du roman de Bram Stoker, Dracula, parce que pour ceux qui l'ignorent, Bram Stoker a écrit donc Dracula sous la forme du roman épistolaire, et il y a un moment où le lecteur est amené à consulter jour après jour le journal de bord du capitaine d'un bateau qui s'appelle donc le Déméter. Et le Déméter, en fait, c'est le bateau qui a ramené Dracula de ses terres en Transylvanie jusqu'en Angleterre, évidemment sans le savoir, et quand le bateau est arrivé à bon port, ou plutôt s'est échoué à bon port, tout l'équipage avait été massacré, et le film décide tout bêtement de nous raconter ce qui s'est passé pendant cette traversée. C'est pas un film d'horreur parfait, il y a pas mal de défauts, il y a surtout une utilisation des effets spéciaux numériques qui est vraiment hasardeuse. Les critiques étaient vraiment cata pour le coup. Mais justement, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Je précise que le film est sorti le 23 août, donc peut-être il passe encore dans certaines salles près de chez vous, renseignez-vous. Moi, je trouve que c'est une série B, certes imparfaite, mais plutôt réjouissante, assez enlevée, qui moi m'a charmé, et je vais être très honnête, je ne comprends pas trop pourquoi le film a été boudé en grande partie par le public, et pourquoi les critiques l'ont défoncé à ce point-là, parce que vraiment il s'est fait trucider le film, et je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'ai passé un chouette moment, j'allais pas chercher autre chose qu'un chouette moment, et en plus, pour le coup, il y a quand même un truc en termes de caractérisation que je trouve vraiment intéressant, c'est sur le personnage de Dracula, qui précisément n'est pas un personnage dans le film. Donc, grosso modo, le film reprend le design du Nosferatu de Murdo. Donc, le design de Max Schreck avec cette tête très émaciée, ses dents longues, vraiment l'aspect un peu monstrueux. C'est pas Gary Oldman, quoi.
Pas du tout. Et justement, en fait, le Dracula de Ovredal, il s'inscrit à des années-lumière de 80% des itérations de Dracula. Il est pas sexy, il est pas humain, il parle pas, il n'a pas d'autre intention que de se nourrir. C'est une bête sauvage. C'est ça. Et c'est ça qui me plaît, en fait. Et en plus, t'as quand même ce petit truc, parce que, bon, évidemment, vous vous doutez, c'est pas vraiment un spoil, mais à la fin, le bateau, il s'échoue, parce que c'est littéralement l'ouverture du film. Et on croise furtivement Dracula dans un vieux bar d'un petit village, d'un petit bled là qui est juste à côté de l'endroit où le bateau s'est échoué, et on le voit dans son habit de Dracula traditionnel avec son chapeau, sa cape, sa canne, mais on voit qu'en dessous c'est encore un animal. Et ça m'intéresse en fait de me dire que cette créature là est justement beaucoup plus une créature qu'un humanoïde, et ça me plaît en fait. Je trouve que cette caractérisation elle est réjouissante. Donc je comprends pas pourquoi le film se fait défoncer autant. C'est vraiment un moment cool. D'ailleurs, je crois que Simon, t'as un peu du même avis. Je suis absolument du même avis que toi, mon cher Alexis. Tout simplement, moi, à titre personnel, si je vais au cinéma, ou du moins à l'origine, ce qui m'a fait aller au cinéma, ce qui m'a fait aimer le cinéma, c'est voir des gros monstres, voir des bêtes, voir des effets spéciaux, voir des aventures. C'est ça qui a établi mon premier rapport avec le 7e art. Alors après, ça c'est un petit peu élargi quand même, comme bien des choses, mais néanmoins, voilà, je suis toujours très heureux quand un long métrage me propose quelque chose d'aussi évident, d'aussi simple et d'aussi fascinant que cette forme-là de spectacle. Viens voir une grosse bête manger des plus petites bêtes, à savoir nous les humains. Et je trouve que le film remplit sa mission non pas à la perfection, mais avec pas mal de brio, avec une certaine technicité, parce que si, comme tu l'as mentionné, il y a des effets spéciaux numériques un peu hasardeux, il y a quantité de maquillage, quantité de mélange numérique et pratique qui, eux, fonctionnent très bien. Et effectivement, voilà, on a toujours un peu tendance à oublier que Dracula, ou la figure du vampire, ça n'est pas qu'une créature qui serait en gros une espèce de Dominique de Villepin sous 3 MMC, ou un personnage de la comédie musicale de Mozart, la symphonie, un peu fatigué, quoi. Non, il y a aussi une tradition animale, elle vient notamment de Nosferatu, de Dracula, et ça fait du bien de la retrouver. Ça fait du bien de la retrouver parce qu'en fait, et depuis longtemps, parce que le dernier voyage du Déméter a été déjà un petit peu adapté dans la mini-série Dracula, notamment de Netflix, où c'était un des 3 segments. Que je trouve merdique, personnellement. Qui est abominable. Mais je veux dire, ça fait un petit moment en réalité que cinéastes, créateurs, amateurs tournent autour de ce concept. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en creux, dans ces quelques pages, dans ce log, dans ce journal de bord du capitaine de bord, du capitaine du Déméter, en fait, il y a en secret le récit de tant d'aliens que de The Thing. C'est ça, C'est un groupe de personnages restreints, une force qui est une sorte d'altérité radicale qui va les dévorer, contaminer, manger, et contre laquelle, a priori, ils ne peuvent rien, où ils sont, malgré leur supériorité numérique, en infériorité totale. Donc bien sûr, Ovredal, il s'en sert pour mettre tous ces fantasmes-là, qui sont désormais des films classiques, qu'on le veuille ou non. Aliens, The Thing, ce sont des structures narratives, des effets de narration, des effets de manche, qui sont désormais rentrés dans le canon classique du cinéma et du cinéma d'horreur. Donc bien sûr, c'est attendu. Bien sûr, on sait où on va. Bien sûr, il y a plein, on va dire, de sacrifices faits à l'époque. Mais il n'empêche, qu'est-ce que ça marche bien, qu'est-ce que c'est respectueux, qu'est-ce que c'est efficace, et puis ça a de la gueule. Je veux dire, ça n'est ni un film d'elevated horror foiré qui essaierait de mettre sous le tapis et sous des petits effets arty son manque de moyens, ni un film de série B à l'ancienne mais qui n'aurait pas le savoir-faire pour. C'est vraiment un film, alors c'est un film qui aurait pu être fait il y a 40 ans quelque part peut-être, ou il y a 30 ans, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Moi je trouve qu'en termes de violence, de côté un peu poisseux, moi j'ai souvenir notamment d'une séquence où la bébête écrase sur le pont la tête d'un matelot, enfin je sais plus quel est son grade, mais d'un personnage, et où je me dis genre c'est bien dégueulasse. Je trouve qu'il y a comme ça, voilà, un mélange entre animalité et humanité, parce qu'on devine toujours l'humain sur ce faciès, l'humain en devenir. C'est très intéressant, c'est un vrai film d'horreur, aventure, trouillasse, bouillasse, qui est, je trouve, simple, honnête, direct, et qui est assez beau visuellement. C'est quand même ouf de se dire que quasiment un siècle après, je sais pas quand est-ce que Bram Stoker a écrit Dracula, mais quasiment un siècle après, il y en a eu 2 adaptations cette année. Il y a eu Renfield aussi, et qui prennent un parti pris vraiment différent. Et c'est fou que ça réussisse encore à donner vie à d'autres. Mais justement, œuvres. en fait, je pense que j'ai de l'affection pour le dernier voyage du Déméter, parce que justement des films comme Redfield existent en fait. C'est-à-dire que moi je rien spécialement contre Renfield, je trouve que c'est un peu pété, voilà, mais c'est pas non plus un film énervant, quoi. Mais le fait est que c'est un film qui pour le coup tire d'une mythologie non seulement classique mais en plus fondatrice
de l'épouvante, il en tire une petite comédie rigolote. Donc il y a quand même l'idée derrière que c'est bon, la mythologie, là, on en a fait le tour, on l'a asséché. La seule chose qui reste, en fait, c'est d'en prendre quelques signaux comme ça, et puis de faire un petit divertissement pour la famille avec, quoi. Le dernier voyage du Déméter prouve que non, il y a encore des gens pour qui cette mythologie elle a vraiment du sens, pour qui elle résonne encore au premier degré et qui veulent l'investir pour ça. Et quelque part, ça me rassure un peu. Je me dis que la série B d'horreur, elle est pas encore morte, et ça me fait plaisir. Ouais, et puis tu vois, donc je jetais un coup d'œil pendant que tu te posais la question. Ça fait donc 136 ans, 1897, quand Bram Stoker a publié Dracula. Néanmoins, ce qui est intéressant, et pourquoi est-ce que ça continue de fonctionner ? Parce qu'en réalité, ces œuvres-là, mais ça vaut aussi pour Frankenstein, ça vaut pour plein de créations fantastiques, à un moment marquent tellement la culture collective et populaire que, en fait, Dracula, c'est bien plus que le Dracula de Bram Stoker. Ça devient une créature autonome. Comme par exemple, Frankenstein est devenu une créature autonome. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui, quand ils pensent à Frankenstein, pensent à son âme damnée, à Igor, qui n'est pas dans les romans, qui n'existe pas, qui est venu se greffer au canon. Comme dans Dracula, il y a plein de gens qui ont des images de Dracula qui en fait sont des agrégats, des BD, des films, de tout ce qu'on veut qui a été fait après. Et c'est ça aussi qui fait que régulièrement, c'est en revenant aux racines du mythe qu'on peut lui redonner un petit peu de vie, parce que on oublie en fait certaines données, c'est-à-dire que la plupart des gens qui pensent à Dracula aujourd'hui pensent à Dracula écumant les rues de Londres pour aller assécher de jeunes vierges, alors qu'en fait il y a aussi toute cette première partie qui se passe en Transylvanie, qui est d'ailleurs assez fidèlement adaptée dans la version du début des années 90 de Francis Ford Coppola, et qui est aussi très intéressante, qui est dans une mythologie plus gothique, traditionnelle, etc. Donc en fait, il y a plein de choses à refaire et à revoir toujours. Juste quand on revient. Un tout petit truc, vraiment 15 secondes après, promis, Sophie, je te laisse reprendre l'autorité sur nous. Mais juste, t'as dit que c'était sorti en 1897, Dracula. Ça veut dire que Dracula est sorti 2 ans après l'invention du cinématographe. Voilà, je vous laisse avec cette info qui me mindfuck un peu. Dracula est plus jeune que le cinéma. Je trouve ça ouf. Voilà, c'est tout. Du coup, on imagine que vu ton amour pour les monstres, ton film de l'été, c'est The Meg 2. Un Simon. Non. Quelqu'un l'a vu ici ou pas en vrai ? Oui, on l'a vu avec Alexis. En un mot ? C'est de la merde. Yes. Ouais, c'est vraiment nul à chier, quoi. Tip top. Et le pire, je crois que c'est un film dont le slogan pourrait être c'est quand même moins naze que le premier. Mais c'est pas bon pour autant. Et c'est ça qui est terrible. Franchement, c'est moins bien que le premier. Je crois que c'est un peu moins bien que le premier. Il y a plus de trucs quand même. Dans le premier, il y avait des mégalodons. Là, quand même, pendant 1 heure, ils sont dans une station sous-marine, il se passe rien. Puis dans le sans déconner. Ils essayent d'ouvrir des portes. Fin du truc. C'est un délire. Puis dans le 1, il y a Rainn Wilson. C'est pas le sujet, vu que tu vas nous parler, Simon, d'un drame hispano-argentin qui a retenu ton attention. Absolument. Alors, ça s'appelle Fermer les yeux de Victor Erice, qui a été présenté il y a quelques mois en sélection Cannes Première lors du dernier festival de Cannes. Présentation qui a provoqué un petit peu de remous parce que son réalisateur a été et s'en est exprimé publiquement dans la presse, n'a pas été satisfait du tout de la manière dont le festival de Cannes a interagi avec lui, quitte à parfois même jeter un petit peu d'ombre sur le film lui-même. Il faut comprendre que c'est un événement. Il est sorti au début du mois d'août, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça, ouais. Oui, c'est vraiment un truc incroyable. Ceux qui ne l'auraient pas encore vu, surveillez quand il va arriver en VOD, SVOD et en vidéo physique, parce que très sérieusement, on parle d'un des films les plus importants de ces 20 ou 30 dernières années. C'est un truc incroyable, vraiment. Je vais vous en dire le moins possible, parce que s'il est encore dans quelques salles, autant y aller, on va dire, avec l'esprit le plus vierge possible. C'est l'histoire d'un cinéaste qui est plus tout jeune, loin s'en faut, et qui commence à mener son enquête sur la disparition d'un de ses comédiens des décennies plus tôt. Et écoutez, Victor Erice, c'est un réalisateur qui est rare, hein. Il n'a pas fait 200 films, loin s'en faut. Et on va dire son œuvre probablement la plus connue, c'est L'Esprit de la Ruche. Elle a déjà 60 ans, quasiment 50 ans, un demi-siècle. 50 ans pile, 1973. Voilà, c'est ça, 50 ans pile. Qui était un film absolument incroyable, à la fois angoissant et fascinant sur la déliquescence d'un petit groupe social. Pareil, je vous en dis pas plus. Spoil, alors, parenthèse qui sert peut-être à rien. J'ai pu le découvrir cet été via Arte. Arte avait mis L'Esprit de la Ruche en attendant la sortie de Fermer les yeux le 16 août, et j'ai pu le voir sur Arte justement comme ça. Voilà, je sais pas si votre parenthèse vaut le coup, mais moi j'ai trouvé ça assez effectivement bouleversant, surtout la gamine, elle est incroyable. Bien sûr. Et donc il va y avoir justement toute une comment est-ce qu'on pourrait dire, un travail sur l'écho de la mémoire, l'écho du temps, la mémoire à la fois intellectuelle mais aussi charnelle, affective, la mémoire de nos sens. C'est un film très sensoriel, c'est-à-dire que si jamais vous regardez la bande-annonce, quelques images, quelques photos, vous allez peut-être vous dire ouh là là, ça a l'air d'un truc un peu bizarroïde, un peu gazeux. C'est un des films moi que j'ai vu les plus sensoriels de toute ma vie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand on se replonge dans le passé, quand on essaye de retrouver quelqu'un dont on n'a plus de nouvelles, dont
on ne connaît pas le sort depuis fort longtemps. Et le film, moi, a réussi à me bouleverser absolument. Alors, pas sur des grands trucs théoriques de cinéma, sur des choses, en fait, qui en apparence sont d'une extrême simplicité. Sur, tiens, qu'est-ce que c'est que de toucher la peau de quelqu'un qu'on a aimé, qu'on n'a pas touché depuis très longtemps. Tiens, qu'est-ce que c'est que... y a un moment de pétrichor dans le film. Le pétrichor, c'est cette odeur, vous savez, cette odeur, ce parfum très particulier quand il pleut sur un sol très chaud. Vous savez, en été, c'est ce parfum qui monte du sol quand la pluie Pétrichor. Ça s'appelle le pétrichor. C'est pas le mot de la semaine? Eh non, c'est pas le mot de la semaine. Déjà, c'est Simon qui l'a dit, pas Sophie. Et On respecte la hiérarchie de cette émission, s'il vous Nouvelle plaît. saison, on a le droit d'inventer des nouvelles règles. Non. Pétrichor, non commun, odeur de la terre après la pluie. Non. Non, mais donc, vous voyez, il y Prise a un moment comme ça où vous avez un personnage et de par la mise en scène, la photo, le découpage, vous savez que c'est lourd, il fait chaud. Et là, quand tout d'un coup résonne, il y a très peu de lumière, le bruit comme ça, des gouttes de pluie, tout d'un coup, vous avez presque l'illusion. Il y a de quoi se taper vraiment des petits syndromes de Stendhal devant ce film. Le syndrome de Stendhal, c'est quand on a un choc esthétique tellement fort qu'on en perd les pédales, quoi, qu'on en fait un malaise, grosso modo. Vraiment, j'ai rarement vu une œuvre qui travaillait à ce point-là et avec une très grande humilité, une très grande discrétion, des motifs presque physique, quoi. Et vraiment, foncez, c'est gigantesque. Et alors, ça peut paraître paradoxal d'appeler un film Fermer les yeux, parce que c'est toujours difficile de regarder un film en fermant les yeux, sauf quand il est réalisé par Nicolas Bedos. Et donc, du coup, et pourtant, ça fait partie de manière intégrante de l'expérience, parce que c'est un film qui vise clairement à vous piquer, à réussir à toucher, à déclencher quelque chose qui a à voir avec le souvenir, avec la mémoire, avec le subconscient. Je trouve qu'il l'accomplit et qu'il le fait avec une intelligence, une sensibilité et une humanité qui sont assez renversantes. Et puis dire quand même, parce que tu disais que Victor Erice était un cinéaste rare, à vrai dire, c'est même plus que ça, c'était un cinéaste absent, puisque son dernier long métrage en date datait de 1992. Donc il n'a pas fait de film pendant 31 ans quand même. C'est ça. Puis il a 83 ans, donc à ce rythme-là, je suis pas sûr qu'il en fasse beaucoup. Je pense que c'est probablement le champ du signe, ouais. Donc, je l'ai pas encore vu, moi, mais je suis assez curieux. Ouais. Ah, moi aussi. Après les yeux, on va passer à la main. Je suis désolée, je n'avais aucun type de transition pour ça. Non, mais Nicolas n'aurait pas fait mieux. Hein. Ah bah ça, je Alors, on est tous les deux ici. Ouais, ce que j'allais dire, peut-être c'est lui qui l'a fait. Peut-être c'est lui qui l'a fait. Désolée, nous avons fait saturer le micro. Je n'ai pas le droit et nous n'avons pas le droit de donner notre avis, mais j'avais quand même envie de revenir sur le film La Main, une petite acquisition A24. C'est un tout petit film d'horreur, mais ça en a vraiment toutes les qualités. C'est-à-dire que c'est un très bon pitch A24. C'est des gamins qui arrivent à faire une sorte de jeu avec l'au-delà, qui est qu'ils ont trouvé une main de gitane en plâtre, et quand on touche cette main-là, en fait, on vit une espèce de trip de possession, mais il faut que ça dure un certain temps donné, sinon potentiellement l'esprit peut durer. Mais donc ils font ça dans un sous-sol, vraiment comme s'ils fumaient des joints ou s'ils prenaient de la drogue en groupe, et qui chronométraient ou qui se filmaient en train de faire des trucs cons. Sauf que évidemment, à un moment, ça dérape, parce que sinon, le film n'est pas drôle, et puis surtout, il n'est pas horrifique. Moi, je trouve que la première partie du film est incroyable. L'ouverture est sublime. Elle pose vraiment le ton. D'ailleurs, c'est un peu la même structure que It Follows. C'est-à-dire qu'on suit un événement extérieur, et après, on arrive au groupe de personnages principaux. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'inventivité dans ce film, déjà en termes de concept, et que on parlait un petit peu tout à l'heure de film qui revient à l'essentiel. Je trouve que La Main, même si je suis vraiment moins fan de la dernière partie, c'est un peu ce parfait mélange, même si c'est A24, entre un vrai film d'exploitation type Blumhouse, et un elevated horror, parce que ça a malgré tout une mise en scène très soignée, très pensée, très léchée, peut-être même parfois un peu trop pour un film d'horreur avec ce type de concept-là. Mais je trouve que globalement, la balance fonctionne très bien. Et il y a une scène, quand je l'avais vue, parce qu'on l'avait vu notamment avec Alexis en Projo Presse, je pense que tout le monde dans la salle m'a vu, mais littéralement, remonter mes jambes au-dessus de ma tête dans une espèce de jump scare des enfers. Lequel ? Une tête d'éclatage de tête sur une table. Ouais, okay. Voilà, une espèce de... Qui fait rarement plaisir quand même dans l'absolu. C'est peu agréable. Franchement, c'est une des scènes les plus graphiques que j'ai vues depuis très longtemps. Il faut savoir que le film était reparti avec un prix au bif, et c'est pas étonnant. Mais je crois qu'Arthur, toi aussi, La Main, ça t'avait pas mal marqué. Ouais, en fait, ce qui m'avait beaucoup marqué, alors je vais juste préciser, c'est pas un film
produit par A24, Non, c'est un film distribué. C'est une acquisition avec Tony C'est une Ford. acquisition et en fait il y a eu une guéguerre suite à une projo à Sundance qui était visiblement assez folle parce qu'Universal a voulu mettre beaucoup de thunes aussi pour la voir. C'est chouette de voir un film comme ça qui, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il reprend un thème ultra commun au cinéma d'horreur qui est la possession. Et d'en faire un truc qui est non seulement moderne mais qui parle de notre époque, parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est que donc le jeu c'est tu dis un truc, tu touches la main, pendant 30 secondes t'es possédé et au bout de 30 secondes on t'enlève la main et c'est bon, t'es plus possédé. Par contre si tu dépasses 30 secondes c'est un peu chaud pour toi. Et en fait ce qui est marrant c'est que du coup ça devient un challenge entre jeunes et ça devient aussi un challenge TikTok. Ouais. En fait, et du coup ça parle de son époque. Comment insérer la possession de fantômes, de démons, enfin non de fantômes pour le coup, enfin voilà les deux. La possession quoi. Ouais. Dans un truc moderne. Et pareil, c'est intéressant, on parlait de Dracula, comme on peut le moderniser ou pas. Là, je trouvais que c'était une vision très nouvelle. Et ça m'a plu. Et puis moi, pour le coup, j'aime beaucoup la fin. Je trouve que la fin, elle est pour le coup hard. Ouais, moi aussi, je l'aime beaucoup. Jusqu'au bout, quoi. Alors, et jusqu'au bout du bout, quoi. Je parle pas narrativement. J'aurais pas dû dire la fin, j'aurais dû dire la dernière partie parce que moi aussi, je trouve que la fin est vraiment réussi. C'est juste que je trouve que à partir d'un certain point, et je veux pas spoiler, mais je trouve que le personnage principal devient vraiment beaucoup trop triste. Et là où, parce qu'en fait pour moi c'est vraiment le même pan que It Follows parce que ça reprend une métaphore. Là ça reprend la métaphore de la drogue, clairement. Oui, clairement. Il y a pas de doute. Là où It Follows c'était plutôt les MST, là c'est la drogue. Donc ça reprend vraiment ce même schéma là, sauf que ça va sur autre chose, ça parle notamment de suicide, et je trouve que ça rajoute une couche qui, moi, m'enlève littéralement tout le fun que j'ai eu pendant le début du film. Je suis en mode, ok, j'ai pris beaucoup de plaisir devant ces ados, je trouve que vraiment toute la scène dans le sous-sol, c'est franchement le meilleur truc d'horreur que j'ai vu cette année, de loin. Et après, je suis en mode, mais je suis un peu sceptique sur ce tournant-là narratif. J'aurais pas eu envie de ressentir de la vraie tristesse. Et du coup, le film ne me divertit plus autant qu'au début. Moi, je trouve ça fort, justement, un film qui réussit à être nouveau, à te divertir, à te faire peur et à te rendre triste. Enfin, mais en fait, il n'arrive pas à m'émouvoir. C'est juste que moi ça, moi, j'avais les larmes Moi, je trouve que c'est un bouton un peu facile. Mais voilà. Donc, mais je trouve, malgré tout, si j'en parle, c'est que je trouve que c'est un film qu'il faut voir. Mes petits chouinages sur les 20 dernières minutes, on s'en bat un peu les steaks. Voilà. Comme je l'ai dit en introduction, Yannick, le dernier long métrage, enfin pas si long que ça, de Quentin Dupieux, est le plus gros succès de son réalisateur. Le film a déjà dépassé les 360 000 entrées, un record. Et autour de cette table, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. En vrai, c'est ouf, 360 000. Surtout, ce qui est fou, c'est qu'il y a eu un vrai travail de bouche à oreille. Parce que la presse était dithyrambique, mais c'est sorti à un moment où, en fait, c'est mi-juillet, début juillet, les gens partent en vacances. Et en fait, moi, quand on a vu le film, parce que je sais qu'on l'a vu tous les trois ensemble en Projo Presse, je croyais pas qu'il allait avoir un destin fabuleux au box-office. Non, puis, peut-être qu'on peut rappeler... Puis sa campagne promotionnelle a été extrêmement brève. Mais parce que le film... Justement, j'aimerais bien qu'on revienne sur le fait que Yannick est un film qui a été rajouté parce que tout le monde attendait un autre film de Quentin Dupieux. C'est ça. En fait, je le dis parce que au détour d'une interview, Dupieux m'a raconté l'histoire. En fait, le film Dali avec 6A, Dali, qui a été présenté en capital, donc c'est plutôt Dali. Voilà. Si on veut respecter le. Qui a été présenté ce jour-ci, le 7 septembre à Venise, a mis du temps à se produire. C'est un film ambitieux, qui a coûté de l'argent, qui a un gros casting. Il a mis 2 mois. Et en fait, Dupieux avait déjà écrit ce scénario pour Quenard en tête, l'histoire d'un mec qui se lève un moment au milieu d'une pièce de théâtre et dit vous me faites chier, c'est nul, et qui va finir par prendre en otage tout le monde. Et en fait, il y a eu une brèche dans la production de Dali, et il l'a tourné en 6 jours. Alors ça a demandé beaucoup de répètes, ça a demandé beaucoup de boulot, c'est avec notamment Blanche Gardien, Pio Marmaille et Raphaël Quenard, mais ils l'ont tourné en 6 jours. C'est énorme, c'est-à-dire que même si le film dure que 70 minutes, je crois. Ouais. Vous vous rendez bien compte qu'en 6 jours de tournage, ça fait plus de 11 minutes utiles par jour. La moyenne, c'est plutôt 2. Ouais. En gros, sur une journée de tournage, on estime que une journée, ça va faire 2 minutes. Il faut préciser parce que moi-même, à l'époque où j'étais étudiant en cinéma, le truc des minutes utiles, ça m'a un peu grillé le cerveau les premiers mois. Donc, il faut juste préciser, les minutes utiles, on appelle minutes utiles une minute de rush, donc c'est-à-dire de matière filmique qu'on va utiliser au montage. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, en général, sur une journée de tournage, vous avez
2 minutes en tout et pour tout qui vont se retrouver dans le montage final, et sur Yannick c'était aux alentours des 11 minutes. Ouais. Ce qui est fou parce qu'en fait ce qu'ils m'expliquaient c'est qu'ils ont laissé tourner la caméra très longtemps et qu'en fait chaque plan était à un endroit fixe pendant 15-20 minutes en espérant que personne se plante, donc d'où le fait qu'il y ait eu beaucoup de répétitions. Et ça je le précise parce que beaucoup de gens sur Internet croyaient que c'était fait à la va-vite comme ça, pas du tout, et un an de boulot, et en fait comme ça il a pu conjuguer son montage, mais c'est hyper impressionnant. Quand on l'a vu je pensais pas qu'il aurait ce destin là, et en fait plus que la presse, je pense vraiment, parce que j'ai des amis autour de moi qui me l'ont dit, qui sont allés voir parce que les gens leur ont dit putain c'est vachement bien, c'est un film qui a profité d'un vrai beau bouche à oreille. Et je pense que ça durait aussi à inciter, parce que, on va pas se mentir, cet été, on avait Barbie qui faisait dans les 2 heures, j'ai envie de dire, Oppenheimer qui en faisait 3. On avait quand même des blockbusters qui prenaient du temps, et là, on a ce film qui fait 1h10. Mais alors, pardon, après je vous laisse la parole, mais moi ce qui est intéressant, c'est que j'ai plein de gens autour de moi qui d'habitude me disent ça me fait suer de payer une place de cinéma chère pour un film de Dupieux qui va durer 1h20, 1h10, 1h15. Là, personne. Là, ça n'a gêné visiblement personne. C'est quand même fou. Et après, les gens aiment beaucoup le prénom Yannick. C'est vrai. Et notamment, moi je trouve qu'en termes de campagne de com, t'as dit en effet, Simon, qu'elle avait été brève, mais elle a été incroyable. Ah, bien sûr. Le fait d'inventer le mot Yannické et le mettre dans le dictionnaire. Ouais, il est rentré dans le Petit Larousse, je crois. Il est rentré dans le Petit Larousse. Yannické, 2 points. C'est interrompre un spectacle vivant de manière importune. C'est ça. Je crois, ou un truc comme ça. Et puis le fait d'inviter gratuitement tous les Yannick qui se sont inscrits sur un ça, site internet. Ça, c'est fou. Non, mais vraiment, la campagne s'est faite, on peut le dire, en 3 semaines. Hein. Ouais. En 3 semaines, on a eu l'annonce de la sortie du film. Moi, je sais que j'ai fait les interviews 2 semaines avant max. Il y avait eu les projets presse 2-3 semaines avant. Ça s'est fait très très vite. C'est rare. C'est très rare. Quelqu'un d'autre, vous pensez quoi du film ? Bah déjà, je pense que notre critique est déjà plus longue que le film, c'est quand même ouf. Non mais en fait, moi je suis un peu embêté toujours avec Quentin Dupieux depuis quelques films. Moi, j'ai jamais été hyper réceptif à son cinéma, ce qui est pas grave. Il y a des choses dedans qui me passionnent. Je trouve quand même que Yannick est un film qui, comme Fumer Tousser avant, un peu moins comme Incroyable mais vrai qui m'avait un peu plus séduit, mais aussi comme en un sens un peu Mandibule. Je trouve que ces films, à chaque fois, il manque quelque chose. À chaque fois, Mandibule, moi je trouve que c'est le seul qui est parfait du début à la fin. Moi je trouve pas non plus, mais en fait je trouve qu'à chaque fois il y a quelque chose qui n'aboutit pas dans son cinéma. Et en général, ça passe par le fait qu'il n'y a pas de fin. Parce que souvent, chez Dupieux, ça se finit pas, à quelques exceptions près, dont Yannick, qui pour le coup je trouvais une conclusion intéressante. Mandibule aussi. Bah ouais, Mandibule aussi. Oh, ouais. Bah ça finit sur une petite blague, quoi. Ah bah si. Bah si, ça finit sur une blague. Ça prouve qu'ils ont réussi. Bah oui, ils ont réussi. Mais maintenant, c'est quoi ? Maintenant, le film s'arrête. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'il y a un truc ils vont pouvoir aller faire des casses avec la grosse bouche. Le film s'arrête un peu là où il devrait débuter. Mais ce qui pose problème, moi, avec Yannick, c'est que je trouve que ce côté on fait un truc à l'arrache parce qu'il faut qu'on tourne, allez, on prend nos potes, on va louer un lieu et puis on fait un huis clos, etc. Et je ne doute pas qu'il y a eu énormément de travail de répétition. Hein, ça, c'est vraiment palpable dans le film pour le coup. Moi, ça me pose pas de problème cette démarche-là. Juste, j'ai quand même le sentiment d'un film qui n'est pas aussi affiné et aussi propre et aussi inventif qu'il aurait pu l'être compte tenu de son dispositif et compte tenu de son environnement. C'est quand même un film qui fonctionne quasi intégralement sur des champs contre champs et sur des plans fixes, avec comme toujours chez Dupieux une photographie propre, jolie, mais sans véritable idée et sans aucune remise en question de film en film. Ni identité. Bah ouais, moi j'ai l'impression quand même que de là, il est dans sa zone de confort et que de film en film, il continue de creuser cette zone de confort. À un moment, j'aimerais bien, même s'il me perd en cours de route, c'est pas grave, j'aimerais bien qu'il mette un pied dehors. Voilà, c'est le seul reproche que je ferai à Yannick, mais c'est un reproche que je fais à d'autres films de Quentin Dupieux avant, donc je peux pas vraiment juste blâmer celui-là, qui par ailleurs est assez drôle, a effectivement le mérite d'être très court et très concis, même s'il y a quand même toujours un ventre mou, ce qui me fascine dans les films de Dupieux, un ventre mou, alors ça dure 1 heure, c'est fou, bon, bref. Mais je suis pas dithyrambique sur le film, néanmoins c'est un bon moment, et en plus, je pense que c'est pas anodin et ça dit quelque chose, mais ça on en reparlera peut-être après, ça dit quelque chose du rapport que peut avoir le public avec le cinéma actuellement. C'est un film qui est quand même sur le papier pas hyper attirant, et c'est, je crois, aujourd'hui le plus gros succès en salle de Dupieux. Oui, je l'ai dit, hein, oui, c'est ça, 360 000 entrées. Ce qui est quand même vraiment complètement fou. Et donc, pour le coup, je pense que peut-être le film fera plus date au final pour le phénomène et l'événement qu'il a créé que pour le film lui-même, si je puis me permettre. Alors, moi, contrairement à toi, Alexis, j'ai vraiment beaucoup aimé, voire je me suis passionné pour les 15-20 premiers films de Dupieux, et puis les 83 qu'il a fait ces 6 derniers mois m'ont moins intéressé. Non, en réalité, voilà, ce qu'il faut bien dire, et tu avais commencé à en parler, la particularité de Dupieux, c'est non seulement le fait qu'il tourne
beaucoup et rapidement et souvent et fréquemment, en sortant 1 voire 2 films par an. Mais en plus de ça, c'est un homme orchestre. C'est-à-dire que il fait la mise en scène, mais il assure aussi le cadrage, il fait la photo, il fait le montage, il fait parfois une partie des effets spéciaux. La musique, écrit, des fois. il fait la musique, voilà, parce qu'il a initialement été connu sous le pseudonyme de Mr. Oiseau. Monsieur Oiseau. Monsieur Oiseau. Eh ben ouais, bref. mais non, voilà, le problème quand on est un homme orchestre, et il me semble que là il arrive depuis un moment déjà aux limites de ce concept-là, c'est quand on est un homme orchestre, alors certes on a un contrôle total sur son film, et effectivement, il n'y a pas un seul de ces films qui ne déborde pas de lui, quoi. Ils sont ultra singuliers, reconnaissables entre mille, mais en même temps il ne peut pas avancer, progresser dans tous les domaines. C'est pour ça que sa photo est souvent reconnaissable, c'est pour ça que son montage maintenant est prévisible, terriblement prévisible, et c'est sans doute aussi la raison pour laquelle il ne finit pas ou finit de manière très particulière mais extrêmement systématique ses longs métrages. Bon alors là le souci c'est évidemment la mise en scène, tu l'as dit Alexis, je ne vais pas en rajouter, je trouve que c'est à peine filmé en réalité le film, à peine filmé, à peine photographié. Par contre là pour le coup, et je dois bien le dire, ce que je trouve intéressant dans Yannick, c'est que pour la première fois peut-être depuis quelques années, j'ai l'impression que Dupieux a quelque chose à dire, mais vraiment quelque chose à raconter. Et par exemple dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, je parle de la société française, pas de grands trucs genre l'humanité, machin, mais quand je vois un peu politiquement, socialement, qu'est-ce que c'est que la vie dans l'Hexagone aujourd'hui, je trouve que cette idée d'un type qui à un moment se lève et fait « Mais en fait, ce que vous me servez, c'est de la merde ». Mais en fait, ce qu'on me propose, ce que le système, l'institution qui doit me faire rire, m'emporter, me donner de l'élan, ce qu'on me propose, c'est nul à chier, je vais intervenir. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, en tout cas moi ça fait tout à fait écho avec comment je me sens aujourd'hui, et je trouve ça aussi extrêmement intéressant qu'il arrive en partie à retourner son discours en posant la question du c'est super, tu interviens et tu ne te laisses pas faire dans cette grande machine à caca qui est devenue ton univers mental, mais à quel moment ne deviens-tu pas dictatorial pour les autres? Et je trouve que travailler ces deux aspects de la pièce, c'est extrêmement intéressant, et c'est parfois extrêmement drôle. Hélas, j'ai l'impression que c'est filmé par un bot, quoi. Alors juste pour l'anecdote, quand on l'a vu en projection presse, donc Arthur, Alexis et moi, on a discuté à la sortie avec d'autres journalistes, et j'avais l'impression que c'était peut-être la première fois depuis Réalité que les gens s'interrogeaient vraiment sur le sens du film. C'est-à-dire que normalement, récemment, surtout les films de Quentin Dupieux, c'était des petites fables que moi je trouve pour le coup très plaisantes, très très cool. Le mot c'est cool. Là, on se demandait qui était Yannick. Est-ce que c'est son public à lui? Est-ce que c'est lui face aux œuvres? J'ai la réponse. Mais oui, je sais, c'est pour ça que je te lance là-dessus. Voilà, quelle belle perche. J'ai posé non, effectivement, c'était une vraie interrogation. Est-ce que Dupieux se place dans la peau de Yannick qui a envie de faire chier le cinéma français en mode je peux faire mieux que vous et je vais le faire et vous allez voir que ce sera pas ouf mais ce sera quand même mieux, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse? Lui qui se met sur scène et qu'on a marre que les gens viennent le voir en lui disant je peux faire mieux que toi, et vas-y gars, viens, fais mieux, et spoiler, ce sera pas mieux. Je lui ai posé la question, et c'est la deuxième version. Il me dit moi j'en ai trop marre d'avoir des commentaires, des tweets, des gens qui m'écrivent sur Instagram en me disant tes films c'est vraiment nul, je pourrais faire mieux. Donc j'ai fait un film sur est-ce que tu peux vraiment faire mieux. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que du coup il prend les détracteurs, les haters sur internet au sérieux, en disant ah ouais, tu penses que tu peux faire mieux, et qu'est-ce que ça donne si tu fais mieux? Et c'est ce qu'a dit Simon, tu deviens pas forcément beaucoup mieux, voire un petit dictateur sur scène. Mais voilà, mais effectivement c'était une vraie interrogation. Moi j'ai mon hypothèse personnelle. Moi je pense que Dupieux il n'est ni la première chose ni la deuxième. Moi je pense qu'il est le vieux monsieur qui dit rien pendant 45 minutes et qui au bout d'un moment se lève et dit juste oh vous m'emmerdez tous et s'en va de la salle. Moi je pense que c'est lui, Quentin Dupieux. Je suis absolument d'accord avec toi. En fait ce que j'aime bien avec cette idée que c'est lui sur scène, c'est qu'on peut quand même rappeler aux gens qui l'ont pas vu, c'est que la pièce de base elle est vraiment mauvaise. Ah, elle est vraiment nulle. Donc ça veut dire qu'il reconnaît que potentiellement son cinéma c'est peut-être mais ouais, pas mais ouf. non, mais c'est vrai que c'est l'aspect intéressant du truc, c'est qu'il joue sur cette ambiguïté là, quoi. Et c'est vraiment intéressant pour le coup. Et vous, êtes-vous plutôt Quentin ton père ou Yannick ta mère? Yes. Nicolas. Oh la vache, Nicolas, tu y allais fortiche. Ouais, ça c'est quand Nicolas reprend un peu le contrôle, parce que je suis la carapace, mais de temps en temps il tente des trucs. T'as filmé mon regard. Du coup, je suis désolée, je vais vraiment essayer de le canaliser, et je vous prie de m'excuser pour cette petite note de mauvais goût. Il va vraiment falloir faire quelque chose pour la moustache parce que c'est méga perturbant. Hein. J'ai failli dire Nicolas sort de ce corps, mais la dernière fois que j'ai dit ça, il a failli aller en prison. Waouh. Et c'est bien une parce vanne à ne pas mettre dans toutes les oreilles. Hein. J'avais marqué sur cette petite note de mauvais goût, je pensais à ma blague, mais finalement c'est Simon qui m'a tendu la perche. On passe au programme de la semaine. Des vacances tout feu tout flamme en Allemagne, nos jours heureux en festival de ciné, et des adolescentes qui combattent des démons mangeurs de chair. Mais on commence avec les turbulences intimes d'une pilote de ligne.
Parfois, le jet lag, ça a des effets secondaires chelous. On a le bide en vrac, des soucis de sommeil ou une certaine irritabilité. Pour Diane Kruger, c'est tout ça, mais en pire. Elle devient presque la Madame Irma des longs courriers. Malheureusement, ses visions, oui, c'est le titre du film, ne concernent que sa liaison torride avec une ex-copine, une sulfureuse photographe hispanique. Vous volez toujours sur 777 ? Oui. Commandant de bord, long courrier depuis 2 ans, c'est bien ça ? Toi, comment tu vas? Je suis bien contente d'être sur Terre un peu. Vous dormez correctement en escale ? Oui. Left fuel cut off, confirm. Vous récupérez facilement ? C49. Correct. Oui, j'adore ce style de vie. Depuis la dernière fois, des événements importants dans votre vie personnelle ? Non. Vision de Yann Gozlan avec Diane Kruger, Marta Nieto, Mathieu Kassovitz et Amira Kazar. Après le joli succès de Boîte Noire, on en pense quoi de ce nouveau film de Yann Gozlan ? Je crois que Simon, toi, ça t'a plutôt parlé. Je suis depuis longtemps, depuis son premier film, très sensible au cinéma de Gozlan parce qu'il fait partie de ces rares cinéastes français qui me semblent à la fois nous offrir des créations avec d'une belle versatilité, c'est-à-dire que même s'il est toujours dans, on va dire, des genres du cinéma populaire et du cinéma d'exploitation, de l'horreur au thriller, à l'action, au film noir, etc., il est quand même capable, mine de rien, de passer à la volée, de genre en genre, de forme en forme, d'hommage ou de réinvention en réinvention. C'est très peu fréquent et donc c'est d'autant plus bienvenu. Et en plus de ça, moi j'ai le sentiment qu'il parvient, c'est quand même un des rares qui réussit à faire ce type de cinéma sans être obligé à un moment d'arrêter sa carrière ou de partir faire des comédies affreuses. Donc j'ai d'autant plus de sympathie pour lui et je note également, moi il me semble qu'il va toujours embrasser certains genres ou certains sous-genres. On évoquait Boîte Noire, mais tous les autres films qu'il a fait également, avec une énorme sincérité, quoi. Il se jette à bras le corps dedans. Tout ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'en général, techniquement, c'est plutôt très solide. Pareil, parce qu'on a aussi une tradition que je jette pas aux orties parce qu'elle nous a donné de très très belles choses, mais on va dire il y a une tradition réaliste ou une tradition d'appréhension des genres en France qui est rarement compatible ou qui est pas la même tout simplement que la grande école hollywoodienne, quoi, qui est rarement compatible avec cette technicité là de la photo, du montage. C'est pas comme ça qu'on fait des films. C'est pas grave. C'est une autre manière. Et c'est un de nos rares réalisateurs qui arrive à se glisser un peu dans ces chaussures-là. Moi, je fantasme pas que le cinéma français ressemble au cinéma américain, mais voir un réalisateur, entre guillemets, de chez nous, être capable de revisiter ces codes-là, je trouve ça très intéressant. Et il le fait, en général, je trouve, de manière assez admirable. Donc là, j'étais très curieux parce qu'il est, en gros, on va dire, il est sur le terrain un petit peu du thriller érotique des années 90, mais pourquoi pas, parce que comme il y a Marta Nieto, il faut. Surtout, il est vraiment dans l'ADN entre Hitchcock et De Palma. Ça tombe bien, moi, c'est deux metteurs en scène que j'aime beaucoup, même si, comme certains ici peut-être, j'ai eu mes lacunes. Arrêtez, vous allez me faire psychoter. Bref, non, plus sérieusement, moi, c'est un programme dont je suis mais vraiment friand. Écoutez, grosso modo, les qualités que je retrouvais à ses précédents films, je les retrouve ici. C'est très bien mis en scène. Je trouve que c'est très incarné. C'est jamais cynique. Certes, on est dans la référence, mais on n'est pas non plus dans le clin d'œil ou dans le truc goguenard. Donc, je passe pas un mauvais moment. Et puis, il y a régulièrement des séquences d'hallucination, notamment le dernier tiers du film, où je suis assez emporté. Hélas, j'ai 2 problèmes majeurs. Le premier, qui est alors totalement subjectif, et je n'aurai pas la prétention de beaucoup argumenter dessus, parce qu'il n'y a pas matière à argument. Moi, je suis, depuis très longtemps, extrêmement peu sensible au jeu tant de Mathieu Kassovitz que de Diane Kruger. Ils ont 2 rôles essentiels, et voilà, moi, c'est un petit peu comme si je regardais deux Lamentins essayer de s'accoupler, ça dure longtemps et ça m'intéresse pas. Donc ça, c'est un vrai problème que j'ai en termes d'empathie dans le film. J'ai beaucoup de mal, du coup, à me projeter dedans, au-delà du plaisir plastique de photographie, de découpage, de montage. Et puis... De nudité. Pardon, je n'ai pas le droit de donner mon avis. Non, mais ça, c'est pas un problème. Ça, c'est... moi, j'ai longtemps voulu être ou boucher ou docteur. Là, c'est les deux en même temps. Non, j'exagère, mais néanmoins, là où boucheur, du coup, si on contracte. Absolument. Coupez mon micro tout de suite. Charcutière. Non mais ceci dit, peut-être pas exactement pour les mêmes raisons que toi, Sophie, parce qu'on en a parlé un peu hors micro, mais moi j'ai effectivement un problème avec le rapport du film à la sensualité et à la sexualité. C'est pas tant qu'il puisse être éventuellement voyeuriste, reposer sur des vieux schémas ou fantasmes comme le lesbianisme et genre ah mon Dieu. Peut-être que ces 2 femmes... Oh, elles ont fait des trucs. Non, à la limite, tant mieux. Je veux dire, venez vous en peser le dindon, c'est très bien. Non,
le vrai souci, je pense, c'est que c'était l'expression de la semaine, parce que maintenant il y aura pas que des mots, il y aura aussi les expressions de Simon. Voilà, le film est vraiment, à mon sens, il y a un vrai problème de décalage entre la partition qu'il veut rejouer et l'univers dans lequel il se déroule. C'est-à-dire que à l'époque de Hitchcock, à l'époque de De Palma, qu'un homme, donc ici Mathieu Kassovitz, puisse être, que ça puisse être un truc terrible et troublant, l'idée que sa femme ait eu une liaison, que cette liaison recommence, tu vois, qu'en gros sa femme n'aime pas que jouer avec des services 3 pièces, je le comprends. Sauf que aujourd'hui, tu ne peux pas l'injecter tel quel dans un récit. On n'est plus à la même époque, avec plus les mêmes mœurs, plus les mêmes périodes. Ça veut pas dire que ça puisse pas être un sujet. Ça veut pas dire qu'on ne puisse pas parler de la bisexualité. Puis ça veut pas dire qu'on puisse pas la représenter, y compris la représenter comme quelque chose d'affriolant. Mais il faut quand même se poser cette question-là. Or, moi, je suis désolé, je ne crois pas du tout à ce couple de très grands bourgeois. Aujourd'hui, en 2023, dans leur milieu et dans leurs échanges, vu la manière dont ils sont caractérisés, je crois pas du tout à un moment que le problème ça puisse être mais est-ce que Martina t'a rentré les poils, quoi. Donc ça, c'est aussi un gros souci que j'ai. Ça me pose pas de problème qu'on aborde le sujet, mais je trouve que c'est pas fait d'une manière à laquelle je puisse croire aujourd'hui. Et enfin, là où à nouveau pour moi il y a un petit problème de concept, c'est que si on veut, comme il le fait, embarquer dans la grande veine Hitchcockienne, alors là je vais le citer de manière approximative, mais je vous assure que c'est à peu près ça. Je sais plus dans quel entretien Hitchcock expliquait son choix de casting d'héroïnes blondes, glaciales, en apparence très froides, parce qu'il n'aimait pas avoir des héroïnes qui avaient leur vagin sur le front. Et vraiment, je veux dire, c'est-à-dire cette idée que, au contraire, justement, pour créer du contraste, de l'engagement, de la tension avec le spectateur, il ne fallait pas que la sexualité soit affichée, la sensualité soit affichée sur le visage de ces personnages, mais que ce soit une source de tension, de non-dit, de trucs qui peut jaillir. Or, il reprend les codes Hitchcockiens, à savoir une grande blonde qui n'a pas son vagin sur le front, heureusement pour vous, Diane Kruger. Et malheureusement, il la filme comme si elle en avait 2 au milieu du front. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Parce que la tension sexuelle, ça n'est pas la représentation sexuelle. Exciter le spectateur, ça n'est pas l'émoustiller. Et j'ai l'impression que le film confond toujours ces deux éléments, et que quand bien même il est très bien mis en scène, divertissant et franchement plaisant à plein d'endroits, il se plante à ce niveau-là, parce que voilà, il mélange un petit baiser sensuel et un gros French kiss qui bave, quoi. Du coup, moi, je vais être là pour vu que je ne donne pas mon avis, je vais juste être là pour poser des questions. Vous trouvez pas que c'est un petit peu cliché et un peu étrange, cette espèce de lesbienne sulfureuse venue d'un pays chaud? Vous trouvez pas que c'est un peu daté comme cliché, Arthur? Bah si, mais de toute façon, c'est ce que vient de dire Simon. Le film est daté à plein des aspects et il ne comprend pas comment aborder le sujet. Mais en fait, il y a plein de choses qui, moi, me gênent personnellement. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup moins le film que Simon. Je le trouve vraiment raté. J'étais gêné pendant la séance. Il est daté dans sa représentation du lesbianisme, il est daté dans sa représentation effectivement du potentiel triangle amoureux du couple torturé. Je le trouve absolument jamais crédible sur la représentation d'une certaine forme de bourgeoisie extrême dans le sud de la France. J'ai l'impression que c'est une espèce de fantasme de ce que ça peut être que d'être riche. Parce qu'à un moment, il y a un panneau avec marqué Toulon. Je n'ai pas reconnu Toulon. Désolé. Alors ça, c'est très spécifique. C'est parce que tu connais Toulon, mais vous n'êtes pas nombreux à connaître Toulon en France. Et surtout, mais je vais aller dans le sens de Simon là-dessus. Moi, j'ai un vrai gros problème, c'est que effectivement, cette représentation, cette sexualité, cette sensualité, je n'y crois pas. Mais de manière générale, je trouve que les deux actrices jouent très mal. En fait, de mon point de vue, je ne peux pas me permettre de juger, de dire Diane Kruger, tu joues mal. Moi, ce que je ressens, c'est que je ne crois pas une seule seconde à son personnage. Je ne crois pas une seule seconde à ses dialogues. Je ne crois pas une seule seconde que ces deux personnes puissent être amantes, qu'elles s'aiment. Et il y a une évolution des personnages, une caractérisation de l'amour, notamment dans le personnage de Diane Kruger, qui très vite ça va devenir obsessionnel. J'y crois pas. C'est-à-dire que d'un seul coup, je ne comprends pas pourquoi elle veut autant la voir tout de suite, autant lui envoyer de messages, elle la suit partout. Ça n'a pas de sens, je n'y crois pas. Moi, ce qui m'intéressait dans Boîte Noire, c'était qu'on suivait un personnage, mais qu'on suivait un personnage qui devait un peu enquêter et comprendre. Je pense que Yann Gozlan s'est un peu perdu. C'est-à-dire qu'il a dû se dire, ok, dans mon premier film, on parle un peu du toucher, dans le deuxième, on parle un peu de l'audio, donc là, on va parler de la vue. Ok, Simer, filmer des yeux de très près, c'est cool, et faire des hallucinations, pourquoi pas, mais le problème, c'est que derrière, il faut une histoire. Des très très gros plans de smoothie avec une musique. Il est joli, ce plan de smoothie. Mais non, pardon. Mais voilà, en fait, le problème, tu donnais pas ton avis. Je ne le donne pas. Oui, mais Nicolas, t'as quand même un peu donné ton avis, si je puis me permettre. C'est pas la première fois que Nicolas donne son avis, donc tu vois, bon. Non, moi, le problème que j'ai, c'est que je trouve qu'il avait un concept, il avait la conclusion, il avait son plot twist, et qu'au milieu, il s'est dit, on va articuler un truc. Et moi, j'ai vraiment un ressenti de, c'est dommage, Boîte Noire, je trouvais que ça marchait de A à Z, même quand ça allait loin dans son récit. Là, je trouve que ça marche pas
et dès le début. Après, je dois reconnaître que face à ce que je considère comme un objet un peu raté, du coup, sur les 20 dernières minutes, je me suis dit, ouais, bon, la fin, ça va être ça. Et j'étais un peu surpris de me dire, ah non, ça va être ça. Ce qui est tout aussi cliché, mais j'étais en mode, je m'attendais pas à ce cliché-là, je m'attendais à un autre cliché. Oh, pourquoi pas. Après, voilà, la photo est canon, les décors, c'est intéressant, je n'y crois pas, mais ils sont beaux. Enfin, il y a un vrai bel artisanat. Moi, je trouve le film vraiment raté. Toi, l'artisanat, c'est un truc qui t'a plutôt séduit dans le film, Alexis ? Oui, je vais commencer quand même en disant que, un peu comme Simon et aussi comme Arthur, je trouve que le film, dans sa globalité, est un film raté. À vrai dire, je pense surtout que c'est un film très malade. Mais pour revenir vraiment spécifiquement, parce que c'est là-dessus que tu m'as lancé, oui. Est-ce que aussi, je préfère lancer maintenant la question, est-ce que le fait qu'il y ait eu 6 scénaristes, dont Audrey Diwan, il y a eu 6 scénaristes, dont la participation d'Audrey Diwan. Donc je pense qu'il y a eu une grosse galère, mais je ne fais que des suppositions. C'est fort probable. Pour qu'on appelle Audrey Diwan à la rescousse, étant elle l'une des scénaristes et réalisatrices les plus talentueuses en France en ce moment, pour moi c'est que de toute manière il y avait une couille dans le potage. Mais non, mais certainement, je pense que c'est un film qui a été compliqué à fabriquer. Je pense qu'en fait le gros défaut du film, qui est à mon sens à l'origine de tous les problèmes qui ont pu être soulevés ici, certains avec lesquels je suis d'accord, certains moins, mais peu importe, je pense que tout ça vient du fait que le film a dû, pendant sa conception, emprunter consécutivement plusieurs directions radicalement différentes, et qu'à un moment il a fallu faire la synthèse de tout ça. Et le problème, c'est que cette synthèse, elle prend pas. L'alchimie ne fonctionne pas. Par exemple, effectivement, on a ce personnage de Diane Kruger qui est un personnage habité par une passion qu'on devine enfouie au plus profond d'elle-même depuis des années, et d'un seul coup, l'objet de son désir et de sa passion refait surface, et donc la passion refait surface aussi. Ça pourrait marcher si la passion était à l'écran, en fait. C'est ça. C'est ça le problème. C'est-à-dire que lorsqu'il y a la rencontre, les retrouvailles plutôt, entre le personnage de Diane Kruger et Martha Nieto, en fait, je n'ai jamais vu leur relation avant, je ne sais pas ce qu'elle était, et donc je dois, spectateur, instantanément me figurer que cette relation est passionnelle. C'est déjà pas évident, mais en plus, dans la suite du film, la passion échoue encore à s'incarner. Donc là, il y a quelque chose qui vraiment fonctionne pas. Parce que je pense que peut-être le film n'a pas toujours eu cette direction-là. Enfin bref, peu importe. Je trouve que d'un point de vue plastique, et là-dessus je rejoins totalement Simon, le cinéma d'Yann Gozlan, pour moi, c'est l'un des cinémas français les plus intéressants du moment. Mais vraiment, je pense que ce mec-là est un cinéaste très talentueux, et surtout je pense que c'est quelqu'un qui ne raisonne pas tant en termes d'image choc ou justement de mise en image, mais vraiment en termes de mise en scène, c'est-à-dire que les effets qu'il mobilise ont du sens, et ce à plusieurs niveaux. Et je vais en tenir pour preuve un petit plan vraiment anodin, mais c'est précisément parce qu'il est anodin qui m'a sauté au visage. Il y a un moment dans le film où le personnage de Kassovitz, qui sans trop en dire, à un moment va devenir un personnage très ambigu et très mystérieux pour le spectateur comme pour le personnage. Il y a un moment où le personnage de Kassovitz, qui est donc chirurgien, est appelé à l'hôpital, et on le voit qui descend l'escalier qui mène de sa maison à la cour, puis il descend l'escalier, il monte dans sa voiture et il part. C'est un plan de transition qui sert en fait à réunir deux moments dramaturgiques, le moment où Diane Kruger est avec son mari et le moment où elle est toute seule. Évidemment, quand elle est toute seule, elle est tentée par cette passion dont je parlais tout à l'heure. Sauf qu'il y a plein de cinéastes, qu'est-ce qu'ils auraient fait pour filmer Mathieu Kassovitz à ce moment-là ? Ils auraient fait un plan large ou alors un petit panoramique qui le suit descendre les marches, et ça aurait été un plan totalement insignifiant. Que fait Yann Gozlan ? Il fait un plan fixe dans le reflet de la vitre de la voiture. Ce qui fait qu'on a le personnage qui descend les marches, on le voit pas directement, on le voit dans le reflet, et en plus, le choix de la focale et la forme de la vitre font que le reflet il est déformé. Que nous dit ce plan ? Le personnage de Kassovitz, vous êtes en train de le voir, mais son apparence est potentiellement trompeuse. Peut-être que ce mec-là n'est pas vraiment ce qu'il croit. Ça, c'est incarné dans presque tous les plans du film. Et le problème... Même les hallucinations, tu trouves ? Alors, les hallucinations, c'est un peu plus compliqué. Elles sont complètement gratos. Non, elles sont pas. Non, les hallucinations. Alors, pardon, elles sont pas gratos. C'est pas des hallucinations, c'est des visions qui signifient un retour du refoulé. Point. Donc, c'est pas gratos. C'est d'ailleurs plutôt proche de à quoi ressemble l'expérience psychologique du retour du refoulé. En tout cas, dans certains cas. Le fait est que c'est pas ça qui moi me dérange. Ce qui est pour moi à la fois la qualité du film et son grand défaut, c'est qu'il a plein d'idées qui restent des idées. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'incarnation émotionnelle. Toutes les belles idées qu'Yann Gozlan va mobiliser, comme son scénario il est trop fragile, trop confus, qu'il approfondit pas ce qu'il devrait approfondir et qu'il s'attarde sur des choses sur lesquelles il devrait pas s'attarder, et du coup, moi j'ai passé tout le film, j'ai passé un bon moment parce que c'est un bel objet plastique, parce que moi, pour le coup, je trouve pas que Diane Kruger soit à côté de la plaque, ni Mathieu Kassovitz. Je trouve par contre que le tandem formé par Martha Nieto et Diane Kruger, là il y a vraiment un problème. Mais je pense que c'est pas un problème de jeu d'actrice, je pense que c'est un problème d'alchimie. Pour moi, il y a un problème de casting en fait. Tout simplement, je pense que ces deux comédiennes-là fonctionnent pas l'une avec l'autre. Alors, et en plus, il y a, c'est vrai, une caractérisation un peu facile de la blonde un peu frigide et la brune incendiaire. On a déjà vu ça un milliard de fois. Elles vont faire du sexe tout le temps, regarde. Mais ça aussi, non mais ça, alors j'y
reviendrai peut-être parce que ça aussi c'est un autre problème du film. Mais le fait est que pour moi, ce qui Elles mangent même pas un repas ensemble, genre même pas. Est-ce que je peux finir? Elles boivent du rosé. Ce qui me pose manifestement, elles ont pas un physique à beaucoup manger. Bon, ça va. Ce qui me pose problème dans le film, c'est que toutes les idées de Gozlan ne débouchent pas sur des émotions. Or, les deux cinéastes, comme l'a dit Simon, qui clairement s'inscrivent dans le patronage de ce film-là, c'est Hitchcock et De Palma. S'il y a bien deux cinéastes qui mettent à donf l'accent sur l'émotion et sur le sensoriel, c'est bien eux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Pulsion de Palma, je vous le conseille, c'est la même chose que Vision, sauf que vraiment ça fout la trique. Est-ce que je l'ai vu, est-ce que je l'ai pas vu? Tu ne sauras pas. Oui, c'est ça. Non mais en fait, ça le problème, c'est que, et pour en revenir aux scènes de sexe, et je conclurai là-dessus, pour moi les scènes de sexe, ça traduit un autre problème, qui est non pas un problème de fétichisation. Moi je pense pas que le film fétichise ce sexe-là, je pense au contraire que Yann Gozlan il sait pas quoi faire avec. Je pense que ça l'intéresse intellectuellement, je pense qu'il voit toutes les références cinématographiques qu'il peut convoquer dans son film grâce à ces scènes-là et à cette tension sexuelle, sauf que quand il s'agit de filmer la concrétisation de l'acte sexuel, il n'y arrive pas. Clairement, il y a quelque chose qui dans sa mise en scène ne fonctionne pas, il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'érotisme, et j'ai l'impression qu'il est presque contraint par son scénario de filmer ces scènes-là, et qu'en fait, c'est pas ça qu'il a envie de filmer. Dans ce cas-là, ne fais pas un film à tendance érotique, parce que du coup, tu vas te manger un mur, et c'est en partie ce qui se passe. Je ne sais même plus comment vous relancer sans être un peu méchante. Mais pas contre vous, je suis ravie de vous retrouver. Oh, c'est mignon ça. Non, vous trouvez pas, pour le coup, ça c'est pas une question méchante, vous trouvez pas qu'il a aussi voulu un petit peu construire son scénario, non pas que comme Hitchcock et De Palma, mais un petit peu à la petit malin Nolan? Genre un moi, peu ça me saute pas aux yeux. Moi, ça me saute pas aux yeux. Je vois ce que tu veux dire, j'y ai pas pensé avant. Moi, je l'ai vécu un peu sur le Shyamalan Nolan Universe, un peu en mode je vais vous faire un faux film qui va vers un film à twist avec ce qui était un genre très populaire dans les années notamment 2000 avec des trucs comme Identity, même des films tout pétés. J'en ai un que je cite souvent à Alexis avec De Niro qui s'appelait non, c'était pas Hide and Seek, mais un truc comme ça. Genre, en fait, les films à twist, retournement, un peu psychologico pété, pour moi, il s'inscrit un peu dans cette vague-là. Tu as sans doute raison, mais le fait est que contrairement, je crois, au parrainage, aux influences qu'on a citées, ça, il le fait plutôt bien. C'est plutôt assez bien digéré. Comment est-ce qu'il va? Si, on a tous dit autour de cette table qu'on avait trouvé la manière d'amener le rebondissement final et de l'incorporer dans la mise en scène plutôt pas mal foutu. Moi, je trouve le twist final intéressant. Je trouve qu'il y a plein de moments où il te met le trouble sur justement quel twist ça va être, sur quel œil est derrière ce trou, sur j'ai vu un truc sur l'ordinateur que je suis pas censé voir mais elle va rien dire pendant une demi-heure. Il y a plein de moments où je trouve qu'il y a des non-sens même dans la volonté d'amener un potentiel twist. Non, mais surtout, en fait, moi, je comprends le côté Nolan parce que le film tend vers une structure circulaire. D'ailleurs, c'est pas bête que le film aille vers une structure circulaire, sachant que son motif formel principal, c'est l'œil, donc une sphère. Merci Arthur, j'osais pas le faire. Pardon de trouver ça chiant, mais tout le cinéma d'Hitchcock repose autour de ce principe-là. Donc, au moins, lui, il a compris les films qu'il regardait, ce qui est pas le cas de tous les cinéastes. Mais excusons-le d'être cohérent. Voilà. Mais en fait, pour la comparaison avec Memento, pour moi, ne fonctionne pas parce que Vision ne repose pas uniquement sur la complexité de son scénario. C'est pas vrai. Il y a un parcours de personnage. Il y a un parcours de. Non, mais il y a quand même malgré tout une forme de complexité. Le personnage principal. Nicolas et moi, notre point commun, c'est qu'on est de mauvaise foi. Laisse-moi finir mon argumentaire. Tu prends le film Memento, tu le mets dans le sens chronologique, ça n'a plus aucun intérêt. Plus aucun. Memento n'existe que parce qu'il est raconté de cette manière. Vision, c'est pas le cas. Si le film ne fonctionnait pas de cette manière circulaire, il aborderait quand même les mêmes thématiques et raconterait les mêmes événements. Donc la comparaison pour moi ne tient pas la route. Non, parce que t'enlèves les visions et les hallucinations et le film ne tient pas la route. Oui, mais tu peux pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le twist ne tient pas non plus. La dernière scène ne marche pas non plus. Ce que je veux dire, c'est que les visions qu'a le personnage de Diane Kruger, c'est pas juste un petit trick de scénariste pour rendre un film simpliste faussement compliqué. Ça a un intérêt dramaturgique parce que ça nous fait comprendre ce que vit le personnage. Dans le cas de Memento, le fait que le récit soit raconté dans le sens antéchronologique n'a strictement aucun intérêt dramaturgique parce que c'est pas ce que vit le personnage. Le personnage, il vit des pertes de mémoire, mais il ne vit pas sa vie dans le sens inverse. C'est juste une astuce pour Nolan pour nous faire croire que son scénario de thriller totalement anecdotique n'est pas anecdotique. C'est pas la même chose. Dans un cas, on se fout de notre gueule, dans l'autre, non. Désolé de vous le dire. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ça? Je préfère pas. Vision de Yann Gozlan. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt pilote automatique ou baisse ta culotte? C'est moi qui... Non, Nicolas, on a dit quoi sur les Black Salas, Nicolas? Non. C'était -1. Désolé pour cette interruption. Nous reprenons le cours de notre émission, ou pas totalement, parce que nous allons changer de décor.
Coquillages et crustacés pour certains, spritz et pizza pour d'autres. Alors Arthur, c'était comment Venise? Et attends, je demanderai aux personnes autour de la table de ne jeter aucun objet au visage d'Arthur si jamais il nous parle du dernier Michael Mann, s'il vous plaît. C'est gentil de prévenir. Alexis? Simon? Le saucisson compte pour un objet? Non. Non, ça va. Grazie. Buongiorno, Venezia. Ma c'est la première fois que je j'allais. Peux, par contre, non. J'ai voulu faire une Simon, mais c'est en fait pas si simple. Non, mais bel accent. Sachez-le. Bel accent. En vrai, j'ai fait italien LV2. Hein. J'ai eu 18 au bac, voilà, mais. Comment il se la pète. Comment ça raconte? Non, effectivement, je suis allé pour la première fois couvrir la Mostra de Venise pour Conmini. Je suis allé donc du mercredi 30 au mardi 5 et j'ai vu avec une projo en avant, une projo un tout petit peu après et un lien. Bref, j'ai vu 19 films. 19 films parmi ceux qui sont les plus attendus et premièrement, premier point que vous sachiez, la Mostra c'est cool. Voilà. Non, je m'explique. La Mostra, c'est assez surprenant. C'est sur une île qui s'appelle l'île du Lido. Et en fait, pour y avoir accès, les gens n'habitent pas au Lido parce que ça coûte une fortune. Donc, tu dois prendre un bateau tous les matins. Et donc, il y a une espèce de rituel où tu sais que tu te lèves à 7h, que tu vas faire la queue une demi-heure pour avoir ton bateau, pour t'emmener au Lido. Et qu'en fait, du coup, c'est long. Le petit vaporetto. Et que du coup, c'est long. Et que du coup, tu passes la journée. Donc, t'as ta petite cafette, t'as ta petite BU. C'est rigolo. Tu te sens un peu comme si t'étais de nouveau en études. Et c'est aussi comme Cannes l'était avant, à savoir très intéressant pour le journaliste, puisque tu as les projets presse la veille ou le matin même, ce qui te laisse le temps d'écrire des critiques et de pouvoir digérer les films. Ça, c'est bien. Alors, sur la vingtaine de films que j'ai vus, j'aimerais commencer par les grosses déceptions. En fait, je pense que les films dont on va parler ici plus tard, je vais les évoquer très brièvement, vous expliquer pourquoi j'ai trouvé ça charmé ou pas du tout. Par contre, il y a quelques films que vous risquez de ne pas voir. Par exemple, le dernier film de Harmony Korine, Agrodrift. Je pense que vous ne le verrez jamais. Je pense que ça ne sortira pas parce que je suis content d'apprendre déjà que ça se prononce Agrodrift parce que je sais pas prononcer le. Mais tu voulais prononcer comment? Mais je sais pas, il y a des chiffres et tout, c'est méga bizarre. Il y a un 1 à la place du I, mec, force pas. Ah, c'est juste ça? Oui, c'est juste un 1 à la place du I, donc c'est Agrodrift. C'est juste un titre de beauf. Ouais, voilà. Mais en fait, c'est un film de beauf. C'est le film le plus beauf que j'ai pu voir, je pense, depuis vraiment très longtemps, avec des dialogues constitués de I'm the greatest, I'm gonna fuck you, I'm gonna kill you, I'm gonna kill you, motherfucker, avec des phrases répétées 5, 6, 7 fois, avec beaucoup de plans sur des culs qui twerk et beaucoup de plans sur des flingues parce que c'est cool les flingues et la Floride. Par contre, il y a un postulat qui est plus ou moins intéressant. Le problème, c'est qu'Harmony Korine est un petit con, mais en fait, il fait dans la provoque. Je vais dire une phrase qu'a dit Harmony Korine en interview juste avant Venise qui va faire beaucoup de mal à Alexis. En fait, il dit, et c'est pas inintéressant, l'avenir du cinéma, c'est peut-être une forme renouvelée. Donc lui, il a voulu tendre vers le jeu vidéo. Pourquoi pas? La manière qu'a le dire le petit provocateur, le petit provoque Harmony Korine, c'est de dire le dernier trailer de Call of Duty est mieux que ce que pourra jamais faire Spielberg. Voilà. Mais j'avais commenté à l'époque en lui intimant de prendre des cours de cinéma. Ce que je pense toujours, d'ailleurs, au passage. Je pense qu'il a vu ton commentaire et qu'il s'est dit shit, damn, maybe. Non, par contre, j'ai énervé 3-4 fanjous de Spring Breakers et c'est vraiment mon sport préféré. Donc, non, mais par contre, en fait, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment voulu bousculer les codes du cinéma avec donc un truc qu'il a fait, parce que c'est pas un film, hein, c'est un truc. C'est un court-métrage qu'il a étiré à un niveau assez scandaleux. Il a utilisé une caméra infrarouge. Ok, donc vous voyez, pas infrarouge, les caméras thermiques, pardon. Il a utilisé une caméra thermique, où on voit le chaud, le froid manifester avec du bleu et du rouge. Sauf qu'il a changé numériquement les couleurs. C'est-à-dire qu'au fil d'une séquence, d'un seul coup, le bleu va devenir violet, le rouge va devenir jaune, tout au long du film. Pourquoi pas? Il va y ajouter un filtre Snapchat de démon, parce que c'est les jeux vidéo, et t'as un vieux dégueu démon dans le ciel qui ressemble à vraiment une cinématique de PlayStation 3. Pourquoi pas? Il y ajoute des inserts d'IA, ça devient un peu dégueu. Donc en fait, le film, c'est si Predator était un Instagrammeur, quoi. Il y a un peu de ça. Le problème c'est que c'est totalement raté, complètement beauf. Bref, c'est un film qui n'a aucune vocation à exister à part faire des tours de festival. Donc peut-être qu'il passera dans des festivals, je vous le souhaite. Ça sortira pas en salle, peut-être même pas en VOD, donc voilà. Mon autre grosse déception, mais ça on en parlera je pense quand il sortira en salle l'année prochaine, c'est le Hamaguchi. J'avais adoré Drive My Car et Conte du hasard et autres fantasy. Celui-là il m'a totalement perdu avec un truc qui est très étiré et franchement chiant, où notamment il est question de crotte dans une rivière. Voilà, on en parlera l'année prochaine, mais voilà. Si je dois parler des grosses sorties et des gros films, évidemment, le film qui nous a, parce que j'étais avec plusieurs journalistes franco-belges, dont un que je salue parce que je sais qu'ils nous écoutent, le film qui nous a le plus séduit, c'est bien évidemment Lantimos. Lantimos qui est incroyable. J'ai hâte que vous le voyez. Je sais que Sophie, ça va être son film de l'année 2024. Poor Things, Pauvre créature en français, qui est, contrairement à ce qu'on peut croire, pas une revisite de Frankenstein avec Emma Stone et Willem Dafoe, mais qui est aussi sur la découverte de la féminité et qui en fait tend parfois plus vers le Pinocchio ou le Barbie parce que c'est une créature qui va vivre le monde extérieur, mais le tout avec une DA à la Jeunet. Enfin, c'est très particulier, c'est génial. Et il y a beaucoup de cul.
Vraiment, vraiment beaucoup de scènes de Je cul. suis presque un peu... Mais tant mieux, hein. Moi je préfère être sceptique avant de voir un film parce que si j'en attends trop, je vais être déçu. Ouais, bah je comprends. Donc Mais du non, coup, je vais franchement- me dire que je suis pas trop loin de Timos. Voilà. Très bien. Il y avait aussi le Fincher, The Killer, qui est un film qui va dérouter un peu les fans de base, parce que c'est un film très épuré, qui va aller piocher dans le samouraï, et qui est basé sur une BD où il n'y a pas de dialogue, où tout est basé par le monologue intérieur. Donc on a une première demi-heure qui est exceptionnelle, mais où il n'y a littéralement pas un dialogue, où ce n'est que la voix off. Moi, j'ai trouvé le film incroyable. J'ai trouvé le film vraiment incroyable. On est plusieurs à le penser, mais voilà, je sais que ça va dérouter un peu les gens. Donc préparez-vous. Ça sort sur Netflix le 10 novembre, je crois. On vous en reparlera ici. Et puis l'autre grosse claque que je me suis pris et que j'avais vraiment pas vu venir, c'est un film qui a été refusé par Frémo. Pour cette édition 2023 de Cannes, parce qu'il durait 2h50 et que Frémo lui a dit c'est quand même trop long. Donc Bertrand Bonello, il a eu l'intelligence de couper 25 minutes et il a été pris à Venise. La Bête qui est basée sur le roman de Henry James, La Bête dans la jungle, qui a été par ailleurs aussi adapté au cinéma avec notamment Alizé Moustier dans un film sorti il y a 2-3 semaines que j'ai trouvé pour le coup vraiment pas dingue. De Patrick Chirac. De Patrick Chirac, merci. J'ai trouvé un film que je trouve avec très Patrick Chirac parce que vraiment à une lettre quoi. C'est pas toi qui fais les blagues ici. Moi, le Chirac, je le trouve vraiment pas dingue. Je le trouve faussement intello et un peu bébête sur les bords. Et surtout, il me perd dans des trucs que je comprends pas. Alors que ce qu'en fait Bonello est juste dingue. Il a fait son Claude Atlas. Il a fait donc une femme qui est dans le futur, qui va remonter ses vies antérieures, en l'occurrence à 2 timelines différentes, une dans le 18e siècle et une en 2014, pour comprendre ses traumas actuels. Et c'est un film qui parle de la dangerosité de tomber amoureuse et de se laisser aller dans une relation amoureuse quand on est une femme. C'est alors là vraiment, moi je m'y attendais pas, on avait tous la flemme, on s'est tous pris une grosse claque. Je suis sorti, j'avais pas tout compris. Il a fallu qu'une journaliste copine qui était là m'explique un peu sa vision et je me suis pris une espèce de révélation. Bref, c'était fou. Après, il y a eu 2 films qui ont un peu divisé, que moi j'aime bien. Vous allez dire que j'aime tout, c'est un peu vrai, mais le Ferrari de Michael Mann et le Priscilla de Sofia Coppola, qui sont un peu classiques, qui sont un peu ce que vous imaginez exactement ce qu'ils sont, mais en plus fainéant, si ce n'est que moi, j'aime Ferrari parce que je trouve que Michael Mann va sur du plus romantique encore. Déjà qu'on a vu une progression, si on prend entre Heat et Miami Vice, on voit vraiment la volonté de Mann d'aller sur explorer le couple, l'amour, etc. Là, il va encore plus loin. Et Priscilla m'intéresse parce qu'elle va plus loin encore dans sa manière de prendre de la distance avec les émotions. C'est-à-dire que... Puis c'était une super chanteuse. Oh la Je me casse. vache. Bon, bah c'est Arthur est parti. Non, disons que moi, Sofia Coppola, j'aime vraiment toute sa filmo, à part les 2 récents. Mais ce que j'apprécie, c'est sa manière qu'elle a au fil des années, je trouve, à se radicaliser dans la manière de prendre de la distance avec son récit. Quand on prend Lost in Translation et Somewhere, on voit qu'il y a vraiment un gap où vraiment elle te raconte les faits et c'est à toi de voir les émotions. Priscilla, c'est exactement ça, à la différence près qu'on voit un Elvis Presley qui est d'une violence folle et ça va rendre fou les gens et j'en suis très content. Et enfin, j'aimerais terminer en disant des petits mots très rapides. Un film d'horreur français, Vermine, ça sort à la fin de l'année. On va vous en parler, c'est génial. Un film d'araignée, je suis arachnophobe, je me suis chié dessus. Incroyable. Le dernier film de Friedkin, fait pour la télévision, donc malheureusement avec un grain télévision, mais qui est un huis clos basé sur un texte très connu aux États-Unis, The Kane Mutiny Court Martial, qui est génial, vraiment. Trop bien sur pourquoi ce second d'un sous-marin a voulu d'un seul coup chasser son capitaine et en fait avec un sous-texte politique qui est vraiment chouette et de se dire que c'est le dernier film et de Friedkin et de Lance Reddick qui est décédé il y a quelques mois, bah, ça fait un peu chaud au cœur. Un petit mot sur Maestro que j'ai trouvé intéressant et pas le biopic que l'on attend, celui de Bradley Cooper sur Leonard Bernstein. Il y a des très belles scènes. Moi, il y a une dernière demi-heure beaucoup trop pathos qui me saoule, mais ça, c'est une machine à Oscar, vous allez voir. Pareil, ça sort à la fin de l'année, on vous en parlera. Et puis le Linklater. Qui nous a fait une dinguerie venue de nulle part. Pareil, avec un grain télévisé, mais Hitman avec Glenn Powell. Très bête, un prof de philo qui va aider les flics la nuit à se faire passer pour un tueur à gages et c'est fou. Ça, je sais pas comment ça va sortir. Je sais que le Friedkin va sortir sur Paramount+. Je sais pas où est-ce que le Linklater va sortir, mais Hitman, ça a été le film pareil. On est tous élevés en disant oh, ça va être sympathique. Linklater, il a fait des films majeurs, les Before, Boyhood, etc. Il a fait des films qui sont super, mais un peu à côté. Et là, il a fait un truc vraiment, vraiment canon. Et puis un petit mot aussi, parce que je sais qu'il nous écoute, un film québécois que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Le Vampire Humaniste, Cherche suicidaire consentant de Ariane Louis XVI, avec Sarah Monpetit qu'on a pu voir dans Falcon Lake. Ouais.
et Félix-Antoine Bénard. Donc je les ai croisés à Venise, je sais qu'ils nous écoutent et le film est vraiment super. Et le film est très chouette. Et... Il a le meilleur titre. Ouais, mais en plus le titre te dit exactement tout ce que le film va être. Et c'est super, c'est un premier long, c'est une comédie de genre et c'est pas impossible qu'il ait un distrib, c'est ce que je lui souhaite. Donc, bref, j'ai vu plein de films, il y en a plein dont je vous ai pas parlé parce qu'en même temps il y avait plein de films qui étaient pas ouf. 5-6 jours, je pense 23 spritz, 17 pizzas, Cannes c'est bien aussi. Hein. Ouais. Cannes, c'est bien aussi. Mais voilà, je pense que la Mostra, j'y retournerai et que je vous en reparlerai. Et puis, on va pas se mentir, 90% des films dont je viens de vous parler, on risque d'en reparler ici aussi, quoi. Mais voilà, une belle Mostra. Et au moment où on vous parle, le palmarès n'est pas encore tombé, mais de ce qui se dit, alors à prendre avec des pincettes énormissimes, ça se jouerait entre le Lantimos, le Bonello et un film qui s'appelle Green Borders, d'une cinéaste dont je ne vais pas prononcer le nom parce que j'ai peur de faire vraiment des fautes hardcore. Mais voilà, ça se jouerait entre les trois. J'espère que je ne me trompe pas. Moins loin, mais tout aussi chouette, avec Alexis, nous sommes allés au Festival américain de Deauville, qui se tient encore actuellement et qui se terminera ce week-end. Et oui, tout à fait, ça prend fin le 10 septembre, si ma mémoire est bonne. Et donc Deauville, Festival du cinéma américain. On y a passé donc 5 jours. On a vu des films qui sont un peu mi-figue, mi-raisin, mais en même temps, c'est un peu ce qui fait le charme de ce festival, je trouve. Déjà, moi, je tiens quand même à rappeler que le festival de Deauville est un festival assez important, où, alors là, il y a la grève à Hollywood, donc effectivement, tout ça est un peu bousculé, mais d'ordinaire, il y a quand même énormément de stars qui y vont. Hein. On va pas faire l'énumération, mais il y a quand même des gens comme Mick Jagger qui se sont retrouvés sur le tapis rouge de Deauville, donc c'est pas rien. Et c'est un festival ouvert au public, qui est pas du tout comme Cannes, qui est vraiment la grand-messe du cinéma, où il faut la bonne accréditation pour pouvoir rentrer, et puis si tu l'as pas, tu fais la queue dans le cagnard pour avoir une invitation. Voilà, par exemple, c'est quand même un festival qui est assez injuste, Cannes, parce que c'est une grosse machine et que malheureusement, il peut pas fonctionner autrement. Qui est d'abord un festival professionnel, en réalité. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est un festival qui est ouvert au public et qui en plus est quand même installé, certes, dans une ville extrêmement riche, mais une ville de la côte normande, et je connais bien la côte normande, c'est pas le lieu le plus bankable de la France, donc c'est bien qu'on ait des lieux comme ça qui soient investis pour des festivals de cinéma. Et puis, c'est un festival, quand même, je pense que Sophie sera d'accord avec moi, majoritairement, voire quasi exclusivement, cinéma américain indépendant, oui, avec des productions qui sont parfois des productions vraiment fauchées, et l'idée c'est d'aller repérer dans tous ces films américains qui souvent ne traversent pas la frontière, qui peut être le nouveau talent en vogue de demain. Et je trouve qu'il y a des films qu'on a vus tous les films qu'on a vus en fait sont intéressants quand on les prend vraiment d'une manière complémentaire, parce que il y a des films de genre, il y a des films d'auteur, certaines propositions vraiment radicales, notamment La vie selon Anne, on va reparler un peu, qui est vraiment radicale, qui moi m'a pas trop plu, mais bref. Et puis on a des films qui sont un petit peu plus orientés grand public, comme The Pod Generation avec Emilia Clarke, qui d'ailleurs était présente pour recevoir un trophée, qui est un film... Grosso modo, c'est un épisode de Black Mirror d'1h45, à peu près, mais en un peu mieux foutu, parce que qui sortira en salle en plus. Moins réactionnaire. Oui, mais lui va sortir en salle, ouais. Et donc voilà, il y a plein de propositions comme ça. Le film d'ouverture hors compétition, c'était Firebrand, donc le jeu de la reine en français de Karim Aynouz, qui est passé par la compétition cannoise cette année et que Sophie et moi on a eu la chance de rattraper, qui est vraiment vraiment intéressant. Et en fait, tout ça fait que de fil en aiguille, ce festival-là me semble être un festival assez varié, assez riche, où certes les films sont pas parfaits, mais au moins on a vraiment le sentiment d'assister à l'éclosion d'une nouvelle génération de cinéastes, et je pense que c'est ça qui en fait sa valeur. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller au Festival de Deauville, c'est pas si difficile d'accès. Ça va vous coûter, par contre, un petit peu cher parce que les hôtels de Deauville, ça raque. Mais au moins, après, on peut aller à Trouville et marcher un peu. Oui. Et le tartare de poisson du marché aux poissons de Trouville est une dinguerie. Voilà. N'essayez même pas de vous loger à Deauville. Ouais. Allez à Trouville et regardez les campings du coin, même si vous voulez vous faire 3-4 jours. Parce que oui, c'est clairement. Voilà, mais ça a l'avantage d'être déjà 2 villes limitrophes et en plus des villes relativement petites. Donc, vous pourrez circuler facilement. Et vraiment, c'est un festival qui vous attend. C'est un festival qui est ouvert au public. Donc, si vous avez l'occasion d'y aller, surtout n'hésitez pas, vous allez passer un chouette moment. Oui, parmi ce qu'on a vu, il y a un film dont vous allez pas mal entendre parler, qui est Past Lives, qui pour le coup a fait beaucoup de bruit et surtout qui a très bonne presse. Et étonnamment, moi je pensais que c'était Sophie Corr complètement, et je suis passée complètement à côté. Alexis, c'est de base un peu moins ta cam, mais moi c'était écrit pour que je l'aime et je le trouve trop froid. Je trouve qu'il y a un vrai souci d'écriture qui m'empêche l'empathie. Ça reste un très joli film.
Je pense oui. Je pense que ça va tu vas beaucoup pleurer, toi. te plaire. Oh là là. Oh là là, j'ai hâte. Mais par contre, moi, je voudrais revenir. On va pas reparler de Firebrand parce qu'en plus, on en avait parlé pendant Cannes, donc peu d'intérêt. Mais moi, sur les petites pépites, mon gros coup de cœur, celui qui m'a déchiré le cœur et qui m'avait rappelé une autre expérience vécue à Deauville il y a quelques années, qui était Potato Dreams of America, qui était un petit film queer complètement fucked up, une petite comédie très intéressante, très rigolote et très imaginative. Là, on est tombé sur Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, basé sur un roman éponyme, pareil, immense œuvre dans la communauté queer, réalisé par H. Alberto. Et si on n'avait pas fusionné avec Nicolas, on pourrait parler du syndrome Heartbreaker, qui est Heartstopper, qui est une série Netflix qui parle de la mignonnerie de deux adolescents qui se trouvent pour la première fois. Et là, ça se passe à El Paso dans les années 80. Et c'est la rencontre de ces deux ados, l'un qui vient d'une famille mexicaine peut-être d'apparence un peu plus sévère, et l'autre au contraire d'un milieu un peu plus ouvert, un peu plus libéral, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, et comment les deux vont tomber amoureux, et ça évite tous les effets néon-pop Stranger Things. C'est vraiment très doux, et c'est vraiment un film qui m'a fait pleurer parce que je trouvais ça juste mignon et beau. Et moi, c'est ça que je viens chercher à Deauville, c'est ces petits films. Et lui aussi, normalement, aura une sortie salle. Et il y a un autre film sur lequel je serai un tout petit peu plus brève. Il nous a beaucoup plus divisé avec Alexis, parce que pour le coup, Alexis, t'as aussi beaucoup apprécié Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. Ouais, je trouve ça vraiment très mignon. Ouais. Et surtout très bien réalisé. Non, c'est clairement un cran au-dessus du reste. C'est un cran au-dessus de tout le reste. Et je crois que ça a mis tout le monde d'accord. Il y a un film qui était passé à Cannes aussi, dans une sélection parallèle qui s'appelle donc du coup La vie selon Anne. Ouais, qui est passé par la semaine de la critique sous son sous-titre original qui est The feeling the feeling that the time for doing something has passed. Alors c'est infernal. Voilà, l'impression que le moment de faire quelque chose est passé. Attendez, juste, je suis pris d'un doute parce que je m'apprêtais à commenter et à troller comme un cochon, mais ça se trouve, je me trompe de film. Non, c'est bien cette chronique à travers des scènes un peu fixes cette. Ouais, voilà, là, mon Dieu. Je vais les résumer parce que je pense que j'ai les deux références. On est dans le même ultimes. camp, Simon, je crois. C'est Roy Anderson rencontre Lena Dunham. Ah, Simon a fait une crise d'urticaire. C'est une nana, la réalisatrice joue son propre rôle. En tout cas, joue le rôle principal et donc brouille un petit peu cette limite entre la réalité et la fiction. Et elle va raconter son rapport au BDSM du quotidien. C'est-à-dire que oubliez le fouet, le latex, les partouzes, mais voyez juste une nana qui demande, qui se fait ordonner juste de courir toute nue contre un mur. Et après devenir lécher un téton. Il faut savoir que j'ai rarement vu une salle se vider autant pendant un festival, tous les petits vieux de Deauville qui se levaient en faisant... Tu dis ça parce que t'as pas vu Make to My Love Intermezzo à Cannes en 2019. Oui, Ou que t'as pas vu Agrodrift à Venise. Bah alors peut-être, mais vous aviez pas des petits vieux Deauvillais qui se levaient en faisant... Deauvillais, c'est comme ça qu'on dit ? Je crois. Oui. On dit RPR aussi, c'est plus court. Voilà, mais imaginez un peu, ayez un peu d'empathie pour ces gens et pour ces dames avec leurs caniches qui toute l'année lisent le Figaro Vox et qui maintenant vont croire que c'est vrai ce qu'il y a dedans. Mais ça, vraie question. Deauville, c'est un festival qui est réputé pour, justement, comme l'a dit Alexis, aller chercher des petites pépites qui sortent pas toujours en France. Parfois, c'est même très souvent, des films qui sortent malheureusement que en VOD. Ça, tu penses que les deux films dont tu as parlé, là, Aristote et machin, et ça. Ça va sortir en salle. Ça sort en salle. Je crois qu'Aristote et Dante a déjà un distributeur. Oui, normalement, ça doit sortir en salle. Et cool. La vie selon Anne, c'est passé par la semaine. Je pense que ça fera un petit tour dans le circuit RSC. Oui, je pense que ça va être dans 10 salles en France, mais ça va être dans 10 salles en France. Par contre, oui, Past Life, ça va sortir. Ah ça, oui, c'est une vraie sortie. Ouais. Firebrand aussi. On a vu Post Generation aussi. Par contre, on a vu ISS, un petit film de SF qui va pas sortir, je pense. Non, qui va clairement pas sortir. Qui est réalisé par Gabriella Cowperthwaite ou Cowderwaite. Je me souviens plus de son nom exact, mais le film s'appelle ISS. Il y a Ariana DeBose dedans, qu'on avait repéré à l'époque de West Side Story de Spielberg. C'est un film imparfait, mais pareil, c'est une série de science-fiction vraiment cool qui a été assez froidement accueilli au festival, alors que moi je trouve que le film est pas mauvais. Mais voilà, ça c'est typiquement le genre de film que je vois mal arriver à se frayer un chemin jusqu'aux salles. Ouais.
Et merde, il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre. Du coup, on va revenir aux sorties de la semaine. Et l'été sera chaud dans les t-shirts et dans les maisons sur la côte Baltique. La période estivale, c'est le temps de l'amour, le temps des copains et des romans qui prennent la tête. Et Nicolas en sait quelque chose. C'est le postulat du nouveau film de Christian Petzold, deux copains dont un romancier qui voit leur été perturbé par une jeune femme. Felix meinte, das hatte Mattes mir erleuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Komm doch mit. Le ciel rouge de Christian Petzold avec Thomas Schubert, Paul Habert et Langston Hübel. Désolé. C'est difficile à prononcer, ouais, mais c'est les noms germaniques. Mais bon. Du coup, Simon, vu que tu as l'air si enthousiaste avec ton petit Ya, toi, tu trouves pas que c'est du coup un peu ronflant, ce film de Christian Petzold? Eine tiny Schluck. Non, ce qui est notable avec le cinéma de Christian Petzold, qui a réalisé des œuvres aussi variées que Ondine, Phoenix, Barbara, c'est que c'est très chiant. Et il faut le noter parce que y a bien des metteurs en scène, quantité d'œuvres, nombre de films sont ennuyeux. Ça arrive. Ça peut même être, dans le cas de Vachitapon Barretsakul, ça peut même être quelque chose d'assez intéressant. Il faut le dire très très vite pour être sûr, si jamais il manque une syllabe, ça passe. Apichapon Querasetakul. Par exemple. Et ça peut être un motif de cinéma. On peut travailler la dilatation du temps, de l'ennui, justement. Cette notion-là, on peut vraiment faire exactement comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Tout à fait. Autre très grand film. On peut par exemple, encore une fois, travailler le ressenti du spectateur, la manière dont il va interagir avec l'image, ce qu'elle va provoquer en lui. Et en fait, là-dedans, l'ennui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Quand vous entendez des gens dire « Ah, mais j'ai pas envie de m'emmerder devant ce film », c'est parfois ils se trompent un petit peu et parce qu'on on nous raconte, dans nos sociétés ultra connectées, ultra rapides, que l'ennui serait un problème. Pas nécessairement, sauf quand c'est vraiment chiant. Et le problème de Christian Petzold, c'est que j'ai pas le sentiment, moi, que son cinéma s'organise autour de l'ennui. Se pose la question de comment je vais recevoir ces longues séquences en plan moyen plutôt moches. Et ça, c'est un vrai souci. Ce que je veux dire, il me semble, si je veux pas dire de bêtises parce que j'ai voulu lire un petit peu sur ce qu'on avait pu écrire sur lui parce que comme moi, ça me laisse un peu, ça me tombe un peu des yeux. Naturellement, je suis pas très porté sur la chose. Et il me semble que le mouvement, la vague dont il se revendique et on va dire, dont on considère qu'il est un des maîtres à penser, un des maîtres à filmer, c'est le réalisme minimaliste. Ce sont deux adjectifs, deux idées, deux concepts qui comptent vraiment parmi ce qui m'intéresse le moins au cinéma. Donc tu n'aimes pas le musée de la miniature à Lyon? Non, justement, mais tu vois, effectivement, c'est le film. C'est ce musée-là où il y a genre l'Arc de Triomphe, mais il fait 1 mètre? C'est pas ça, non? Quoi? Mais non, il y a un truc comme ça, il y a un endroit comme ça, je sais plus où c'est, où ils font des monuments, mais qui font 1 mètre de haut. France miniature. Merci, mais, voilà. Mais rien à voir avec ça, où il y a une vraie copie du Alien de Cameron. Enfin, musée de la miniature, c'est des décors, des maquettes. Sauf que en haut, j'ai vraiment confondu premier degré avec la France miniature. Au dernier étage, tu as des petites représentations d'appart, des petits trucs qui font vraiment des apparts avec des chaises, des tables, des trucs, mais qui font genre 10 cm. Ah oui, ça c'est génial ça. C'est un vrai musée de la miniature, mais de base, c'était une vanne, pas un débat et des conseils pour les Lyonnais. Excusez-nous, pardon. Mais cette idée de réalisme minimaliste, moi, c'est un truc qui me rend dingue. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on s'évertue à rendre le récit plus gris que la vie. Or, je sais pas, moi, il me semble un des trucs qui m'intéresse le plus, y compris quand on veut parler du réel, c'est quand même la capacité à nous saisir, à nous emporter, à nous faire saisir ce qu'il peut y avoir de grand et de puissant, y compris dans l'infiniment petit, dans la modestie de certaines choses ou de certaines situations. Mais voilà, le minimalisme réaliste ou le réalisme minimaliste, c'est vraiment un truc qui m'emmerde. Et je peux pas en dire beaucoup plus, tant ça n'est pas ma came. Mais en plus, je trouve que même dans ce genre-là, même dans ce type de récit, qui doit a priori donc jouer sur, j'ai envie de dire, de la micro-expression, de la micro-articulation, une psychologie assez proche du réel, bref, un travail de la sobriété, mais je trouve que même là, le film est très longtemps incompétent. Incompétent parce que peut-être il se repose un peu trop sur un dernier mouvement, une grosse rupture de ton, qui est bienvenue, et qui est plutôt réussi dans l'absolu. Mais moi, elle arrive tellement tard et je sens que le film est tellement content d'avoir tiré sur son élastique que quand ce dernier lâche, juste j'ai envie de lui dire non, arrête, va-t'en, maintenant rentre chez toi, monsieur film.
Je crois qu'Alexis, il y a des points d'accord avec Simon, mais que pour le coup, le dernier acte t'a vraiment emballé. Ouais, je suis plus nuancé que Simon en grande partie à cause de la fin du film, ou plutôt grâce à la fin du film. Je suis d'accord néanmoins sur le fait que c'est un film qui est effectivement minimaliste, pour ne pas dire un peu vide. Mais déjà, il y a un truc qui me parle dans le film, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu, si ce n'est audacieux, au moins ça m'a un peu sorti de ma zone de confort, c'est que le personnage donc principal, qui est un apprenti romancier dont on comprend très vite que ce qu'il écrit, c'est un peu nul, ce personnage-là, en plus de visiblement être dans une situation d'échec, il est profondément égocentrique et profondément antipathique. Or, c'est ce personnage-là qui est mon ancrage émotionnel à moi, spectateur. Donc là, je suis dans une situation où je me dis, ok, au moins le film a cette audace-là de me forcer à adopter le point de vue de quelqu'un qui m'insupporte. Et donc, du coup, j'ai pas du tout envie d'adopter son point de vue, mais je suis obligé de le faire. Déjà, ça m'intéresse. Ça me met dans une situation qui est inconfortable, qui parfois me déplaît, mais ça m'intéresse. Et puis, le film tourne autour d'un regard qui est ce regard à la fois compétitif et désireux que le personnage va porter sur le personnage féminin de Paul Habert. Néanmoins, le film, je trouve, tourne vraiment pendant, effectivement, je dirais à peu près 1h15, peut-être quelque chose comme ça. Le film est vraiment sous régime. Vous les comprenez, vous deux, les retours dithyrambiques de la presse? Est-ce que c'est parce que... Mais je comprends rarement les retours dithyrambiques de la presse, je vais être très honnête. Sauf quand il s'agit de Steven. Moi, je tenterai peut-être un truc. Bon, déjà, il y a quelque chose. Le fait est que Christian Petzold a très bonne presse depuis très longtemps. Donc c'est pas nouveau. Donc il y a des gens qui suivent son travail, qui le suivent volontiers et volontairement au sein des différentes rédactions, et tant mieux pour lui, je veux dire, c'est super. Mais donc, moi ça me surprend pas, c'est plutôt habituel. Ce qui me surprend, c'est que ça dure comme ça. Non, peut-être quelque chose qui est souvent apprécié par la critique en général, pas spécialement la critique française, la critique, c'est quand un film est un peu en retard, parce que c'est facile à comprendre. Ce que je veux dire, c'est que ce film voudrait être un commentaire de la situation, voudrait nous parler un peu de comment nos sociétés sont à la fois individuellement en pleine déliquescence et tu sais, comme cette image de la grenouille qui ne s'échappe pas de la casserole dont la température commence à grimper, c'est un peu ce qui arrive à ces personnages qui sont en train de se prendre la tête, qui sont, tu le disais, en concurrence désirante, alors qu'autour d'eux, quand même, l'environnement, leur monde est manifestement en train de cramer, de bouillir. D'où toutes mes métaphores, parce qu'on ne l'a pas dit, toutes mes métaphores sur le feu et sur les incendies, c'est parce que la forêt brûle autour. C'est ça. Oui, mais sauf que ce que j'ai envie de dire, c'est en fait, ça, c'est pas être à l'heure de son époque, c'est être déjà très en retard. Ça fait mais en fait, je suis désolé, je te coupe, mais moi je parle vraiment d'un aspect, sans parler forcément du commentaire de l'époque, je parle d'un aspect vraiment strictement émotionnel, c'est que le fait que le film soit en sous-régime est à mon sens malgré tout un problème, parce que je pense qu'il va un peu trop dans cette direction. Non, mais je suis d'accord, je te dis, je pense que ça participe de ce pourquoi la presse l'aime. Parce qu'il est très lisible, son sens est évident, et que comme ça fait 15 ans que tout le monde parle de ces sujets, voilà quelqu'un qui en parle après tout le monde. Mais si tu veux, le fait que le film retarde la tragédie en la laissant vraiment à l'arrière-plan, en la suggérant à peine, juste... En fait, il la retarde jusqu'à un point où, au bout d'un moment, on finit par se dire en fait, ça n'arrivera pas. En fait, cette tragédie-là, elle va rester à l'état de symbole en arrière-film et elle ne va pas advenir. Et d'un seul coup, elle frappe violemment. Et je pense que c'est parce que le film est un petit peu neurasthénique que quand cette tragédie frappe, elle me frappe au cœur, elle m'atteint vraiment. Et du coup, je sors de la salle. Encore une fois, d'un point de vue strictement émotionnel, je suis un peu perplexe parce que je me dis d'un côté, c'est parce que le film était en sous-régime que ces 20 dernières minutes assez tragiques, assez sombres et en même temps synonymes d'une vraie progression pour le personnage principal m'ont touché. Et d'un autre côté, est-ce que le film avait besoin d'être aussi peu démonstratif pendant les 3/4 de sa durée? Peut-être pas. Donc je suis perplexe sur, en fait, quel souvenir le film va me laisser en définitive et quel va être son impact artistique. Moi j'ai une question pour vous parce que j'ai pas vu le film, je dois être tout à fait transparent avec vous, j'ai vu le trailer, je me suis dit 9. Par contre, il y a polyglotte. Ouais, t'as vu, c'est un truc de ouf. J'ai failli faire une blague sur... J'espère que tu as téléchargé l'application Babel. J'ai failli faire ça, mais non. Sinon, il y avait polyglotte comme Diane Kruger, mais bon, chacun c'est... C'est vrai qu'elle parle 4 langues différentes. Ouais, 4 langues différentes. Est-ce qu'elle s'est jouée dans 4 langues différentes? Non, bref. Non, moi, il y avait une question qui m'intéressait parce que ça fait... moi, je connais pas le cinéma de Petzold du tout. Je suis pas sûr que ce soit ma cam, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Par contre, il y a... Et donc, depuis maintenant 3 films, je crois, parce qu'elle joue déjà dans Ondine et dans Transit, Paul Habert, qui est une actrice quand même assez rare, et qui est une actrice que moi j'ai découvert dans France, de Ozon, qui est incroyable. Niné arrête pas de répéter en interview que c'est l'actrice qui l'a le plus impressionné. Et moi, du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce que moi, je la trouve vraiment
Incroyable, cette actrice, elle fait pas beaucoup de films. Est-ce que sa performance, elle transcende un petit peu au moins tout cet ennui que vous racontez? Alors, honnêtement, pas du tout. Damn. Mais je pense que il y a même pas ça à sauver. Mais c'est pas qu'il y a même pas ça à sauver, c'est que je pense que c'est pas l'enjeu du cinéaste. L'enjeu du cinéaste, c'est encore une fois, c'est pas de faire de la démonstration. Donc, quand ton objectif c'est d'être anti-démonstratif, bah tu veux pas des acteurs et des actrices qui au contraire vont faire étalage d'un grand talent et d'une grande maîtrise, parce que ça c'est de la démonstration. Tu veux au contraire que les choses restent feutrées, dissimulées, suggérées. Bon, jusqu'à un point où là peut y avoir potentiellement une rupture, mais du coup, le personnage de Paul Habert, je trouve qu'il traverse un peu le film presque comme un fantasme en fait. Mais du coup, elle n'est pas spécialement impressionnante dans le film. Le ciel rouge de Christian Petzold. Et vous êtes plutôt feu de forêt ou feu au cul? Elle est pas ouf, mais elle est dans le thème du film. Et vous, dites-le nous sur nos réseaux sociaux. Ou ne le dites pas. Ne demande pas aux gens s'ils ont le feu au cul, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ni s'ils veulent faire des feux de forêt, en fait. Bon, ne nous dites rien. Tant pis. Apparemment, on ne vous aime plus. On continue avec les actus parce que peut-être que vous ne nous aimez plus, mais vous êtes en nombre à avoir aimé et à aimer Justine Triet pour notre plus grand plaisir et pour le plus grand plaisir des salles de cinéma. C'est un point chiffre avec le très beau succès de la Palme d'Or qui fait déjà, peut-être même plus à l'heure de l'enregistrement, mais qui avait enregistré 609 000 entrées. C'est énorme. C'est énorme. On a en 2 semaines. Hein. En 2 semaines d'exploitation. Il faut savoir que ça a dépassé le succès de Parasite en termes de temps / nombre d'entrées. Ouais. Après, Parasite, c'est un film pour une Palme d'Or. Oui, évidemment, pour une Palme d'Or. Après, Parasite, c'est un film qui a aussi beaucoup fonctionné sur le bouche à oreille et qui n'a cessé d'avoir une projection dans la durée. Mais c'est le seul film qui était comparable en termes de nombre d'entrées, c'était Entre les murs, et ça commence à sacrément dater. Vous en pensez quoi de ces chiffres? Et peut-être qu'on peut aussi parler du fait que c'est un très très bon été pour les salles de cinéma français. En fait, ce qui est vraiment super, c'est qu'on sait que le tampon Palme d'Or, c'est une aide au box-office. Vraiment, il y a des gens, et quand même pas mal de cinéphiles à travers la France, qui vont se déplacer en salle pour voir quelle est la Palme d'Or. Et c'est pour ça que les Palmes d'Or sont souvent un peu dans la continuité du festival, c'est un peu frais dans les mémoires. Moi, j'ai été surpris du nombre de personnes autour de moi qui ne vont pas régulièrement au cinéma, qui sont allées voir le film. Parce que je pense que, comme pour Yannick, il y a eu un bouche à oreille incroyable. Et aussi, peut-être qu'il est sorti à un moment, à un endroit où il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence. C'est aussi assez malin d'avoir sorti la dernière semaine d'août. C'est-à-dire que les gens reviennent de vacances, ils ont peut-être pas repris le boulot, ou alors ils viennent de revenir, ou alors, très malin, de sortir le 23 août. Puis après, c'est juste un super film. Enfin, tu vois, on en avait parlé autour de ce micro pendant Cannes. Enfin, c'est impressionnant. Et le parcours de Justine Triet, et ce qu'elle a réussi à faire. Vous savez que c'était pas forcément le film que je voyais avec la Palme, mais je suis quand même très content qu'elle l'ait eu pour son discours politique, mais aussi pour le film. Enfin, le film mérite. Et moi, quand j'ai des collègues qui me disent, je suis pas au cinéma depuis 1 ou 2 ans, j'avais la flemme d'aller voir Barbie, par contre, Anatomie d'une chute, ça m'a vraiment mis une claque. Franchement, je suis trop content et c'est vraiment un ressenti que j'ai beaucoup autour de moi. Je vais raconter une petite anecdote justement qui m'a fait énormément plaisir. J'ai emmené ma mère voir Anatomie d'une chute quand elle était de passage sur Paris et c'était très surprenant. Je l'ai emmené donc dans un cinéma, certes cinéphile, au MK2 Bastille, donc pas vraiment une salle purement arrêt-essai, mais quand même dans un circuit MK2 relativement central, à une séance à 19h. Et on était une vingtaine de personnes dans la salle, une salle de taille moyenne. Et je lui ai dit, c'est cool, il y a quand même des gens, je vois que ça rentre un peu. La salle était comble, mais pas une seule place de libre. Et c'est-à-dire que la dernière fois que j'avais eu une séance complète, c'était il n'y a pas si longtemps, mais c'était pour le premier soir du jour de sortie de Barbie. Et là, on était 1 semaine après la sortie d'Anatomie d'une chute, et la salle se remplissait. Et dans la salle, il y avait certes, à mon avis, 99,9% de Parisiens et ma mère. Et le reste, c'était des familles, des ados qui avaient 16 ans avec leurs parents, des grands-parents, des personnes seules, des personnes en couple, des personnes en date. C'était extrêmement polyvalent en termes de catégorie de spectateurs. Et franchement, ça m'a fait encore plus plaisir que de revoir le film, de savoir l'engouement. Et quand j'entendais les personnes parler, parce que c'est un débat qu'on avait eu à Cannes, et comme on ne l'a pas remis dans les sorties du mois d'août volontairement, parce que je me suis dit qu'on en reparlerait là, moi, un débat, c'était oui, on sait que le personnage est innocent, ou on sait qu'on avait des théories très précises. À la sortie du cinéma, ça débattait.
mais ça débattait sur la fin du film, sur l'intention du film, sur ce que le film veut raconter, et pas en mode c'est nul, ça sait pas ce que ça veut dire. Non, il y avait un vrai débat de cinéphiles et de gens qui se sont impliqués émotionnellement dans l'histoire. Donc je pense qu'en plus juste d'un bouche à oreille, comme tu l'as dit, parce que le film tente, le film plaît. Et ça, je trouve que c'est une très très grande victoire pour le prix, parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une palme d'or aussi, je trouve, consensuelle. Parasite, ça a mis plus de temps parce que ça a été un bouche à oreille plus long. Là, en 2 semaines, c'est ouf. C'est fascinant. C'est fascinant. Alors, c'est fascinant, c'est une merveilleuse nouvelle. Moi, je dois dire, et je suis très à l'aise parce que je l'avais dit à ce micro, que pour moi, ça n'est pas une surprise. Parce que, bon, on vous l'avait dit, le film a d'immenses qualités, son bouche à oreille est excellent, mais c'est pas une surprise. C'est un film qui est très simple d'accès, très bon, très réussi. Donc voilà, quand t'es simple d'accès et réussi, bah forcément le bouche à oreille peut se mettre en marche plus facilement. N'oublions pas que Victoria avait déjà été un très beau succès et qu'il y a plein de gens, quand on leur dit c'est le nouveau film de la réalisatrice de Victoria, bah, qui tout d'un coup qui lève un sourcil et qui dit tiens, je vais regarder ce que c'est. N'oublions pas que l'affiche est exceptionnelle. Alors il y a plein de gens qui se posent des questions, mais qui se posent des questions en ayant vu le film. Mais est-ce que c'est représentatif du film ou pas ? Peu importe, c'est une image surpuissante, rouge, parfaitement composé, avec ce sourire à la fois très drôle et un peu inquiétant, et ce titre Anatomie d'une chute. Je pense qu'il y a des gens qui sont allés voir le film sur l'affiche, simplement. Ensuite, il y a évidemment tous les gens qui sont nés bercés un peu trop près du mur, enfin je veux dire les gens de droite, qui s'étaient dit oh là là, dis donc, elle a dit du mal de la réforme des retraites, personne ne voudrait aller voir son film, oh quel horrible artiste subventionné. Bande de cons. Au contraire, ça a évidemment servi de film, parce que je vous rappelle que au plus fort des manifestations, c'était 93% de la population française qui était contre la réforme des retraites. Donc, au contraire, voir un ou une artiste prendre la parole sur ces sujets-là et le prendre, on va dire, de la manière frontale et relativement dure qui a été la sienne, ça a évidemment recueilli le soutien de beaucoup de gens, quand bien même il y a eu plein de petits éditocrates pour nous expliquer qu'elle crachait dans la soupe, ce qui n'était bien sûr pas le cas. Bref, moi je suis pas du tout surpris que le film marche. Et je me souviens avoir dit, il me semble bien à ce micro-là, que moi je le voyais aller jusqu'au 1,5 million. Je sais pas s'il ira jusqu'au 1,5 million. Je pense que c'est jouable. Il est très bien parti là. Il est parti pour le taper là. Ouais, mais je pense qu'il est parti pour le taper. C'est une excellente nouvelle. C'est d'autant plus une excellente nouvelle que le box-office de l'été est absolument délirant. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un été comme ça. J'en veux pour preuve. Par rapport à l'été 2022, c'est plus 52% de fréquentation. On est à plus de 15 millions de tickets vendus sur le mois d'août, et sur le mois d'août seulement. Et pour tout vous dire, c'est même au-dessus, je crois que c'est 1,7% au-dessus du mois d'août de la période 2019. Période 2019 avant le Covid. Qui était donc avant le Covid et qui était le record de fréquentation depuis 1966. Donc on a même tapé le record de ce mois d'août-là. Et au total, sur l'année, en cumulé, on va être à moins 8% par rapport à 2019, ce qui nous remet à une belle année d'avant Covid. Donc voilà, c'est une nouvelle qui est importante. Ce qui est d'autant plus important, c'est que tout ça se fait avec beaucoup de succès français. Parce qu'il n'y a pas que notre ami Anatomie d'une chute, il y a aussi, on a parlé, il y a Yannick, il y a aussi ce qu'on appelle, ce que les Américains appellent des sleeper hits, on pourrait dire des succès dormants ou des succès discrets sur le long terme. C'est le cas de La Voix Royale, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu de nombreux succès du cinéma français qui, en termes de part de marché, je crois, est à 37%, tout près des 40%. Là où, si vous regardez les autres pays européens, au Royaume-Uni, ils regardent 2 à 3% de films anglais. En Allemagne, il n'y a pas de film allemand. Non mais bref, j'exagère. En plus, je dis des conneries. Il y a le Petzold. Oui, voilà. D'où l'absence de fréquentation. Et non, ce que je veux dire, c'est que très sérieusement, il n'y a pas ou quasiment pas de cinématographie en Europe, je veux dire, où les gens vont voir plus de 10% de leurs films nationaux. C'est ça. En fait, les gens voient les chiffres, se disent ouais, mais c'est Barbie, Oppenheimer. Non, c'est pas que ça. Voilà, loin s'en faut. Et surtout, c'est pas que Barbie Oppenheimer, parce que le cinéma américain est relativement faible chez nous. Ce qui veut dire que ce fameux cinéma français, sur lequel on tape toute l'année, sur lequel un petit noyau de gens qui ont eu le malheur, la première fois qu'ils sont mouchés, ils ont éternué leur cerveau, c'est comme ça, c'est triste. Qui ont tendance à systématiquement taper sur le système hexagonal, sur son système de financement, sur son fonctionnement collectif et redistributif, et qui en déduiraient que ça fait d'horribles films affreux. C'est pas vrai. Il y a énormément de gens qui vont voir ces films, beaucoup plus que partout en Europe, et c'est ce qui fait du marché français un marché qui est extrêmement créatif, extrêmement puissant, alors dont il faut corriger évidemment les problèmes ici et là, qui n'est certainement pas parfait, qui a plein de problèmes, plein de pètes au casque qui sont en permanence à corriger. Mais voilà, faut le rappeler, c'est un marché qui fonctionne bien et qui fonctionne même de mieux en mieux. En transition, un petit mot de la fête des Kougours qui passionne nos amis d'outre-Québec qui ont découvert il y a peu cet étrange légume ressemblant à s'y méprendre à une énorme paire de couilles.
Vous l'aurez compris, on est vraiment ravis. C'est sans doute la bonne nouvelle de la rentrée, c'est les entrées des cinémas, des salles françaises sur le mois d'août. Mais maintenant, c'est vite fait, mal fait, la critique bazardée en 30 secondes. Et pour une fois, c'est moi qui m'y colle. Je souhaitais vous parler d'Inside de Bishal Dutta, un petit film d'horreur produit par Jordan Peele. J'ai pas grand chose à vous dire, mais je vais juste vous raconter encore une fois, ce soir c'est la soirée des anecdotes. J'étais un peu flippée d'aller au ciné parce que je suis une quasi-phobique des punaises de lit, mais c'est pas vraiment cette crainte-là qui m'a sortie du film et de ma séance malheureusement. Première fois que ça m'arrive et je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux ou juste autour de la table. Milieu de la séance, climax horrifique, la nana toute seule dans la maison, plus ou moins face aux démons, etc. Et là, une sirène, au début je pensais que c'était dans le film, veuillez évacuer la salle pour problème. Et vraiment avec une espèce de voix hyper grave, un souci, et dans le cinéma, veuillez quitter la salle. Et donc je sors dans la salle, je croise un vigile qui me dit non, il n'y a rien, retournez. On est vraiment, il y a la moitié de la salle qui est sortie, on allait voir des vigiles, ils ont continué à lancer... C'est peut-être une OP faite exprès pour que tu aies encore plus peur. Mais ça ne faisait pas peur, c'était juste extrêmement dérangeant. Et donc vraiment, j'ai raté 5 minutes du film parce que je suis allée chercher un vigile pour qu'il nous rassure. Et il y a d'autres salles qui sont sorties en même temps que moi. Et je suis rentrée, la salle était toujours dans le noir, le film avait toujours continué à dérouler. Et j'ai raté 5 minutes de climax horrifique. Juste pour vous dire aussi que ça ne m'a pas aidé à rentrer dans un film qui est déjà malheureusement assez faiblard. Je suis une grande fan du cinéma d'horreur folklorique, surtout qu'on s'est un peu élargi des possessions, j'ai envie de dire judéo-chrétiennes, exorcisme-ish ou autre. Et là, on avait un démon que j'avais jamais vu qui s'appelle j'ai envie de bien le prononcer, le Pichak, qui est un démon dans la religion hindoue notamment, et je trouvais ça super parce que c'est un monstre qui grignote ton âme pendant 7 jours qui grignote ton corps pendant 7 jours avant de manger ton âme. Je trouvais que c'était super comme postulat. En plus, c'est un cast majoritairement féminin. Ça parle un peu de sororité. Je trouvais ça trop cool. Et c'est filmé comme n'importe quel film d'horreur des années 2000. Ça n'a aucune ambition. Le monstre, malheureusement, ils lui ont fait une espèce de super carapace hyper tangible avec des pics, avec des yeux qui sortent un peu de leur orbite. L'idée, c'est super bien. Sauf qu'en fait, ils ont attendu les 10 dernières minutes du film pour nous expliquer qu'en fait c'est lui qui décidait quand est-ce qu'il était invisible ou pas. Parce que moi pendant tout le film je me disais qu'il y avait vraiment un souci parce qu'il y avait un moment où le film c'était lights out en mode là il est invisible, il déclenche les lumières tout seul, blablabla. Puis de temps en temps c'est juste une espèce d'énorme cloporte avec des pics, avec un design très intéressant, mais du coup je comprenais pas pourquoi il apparaissait à des moments et d'autres, et en fait on attend la fin du film pour nous expliquer que c'est lui qui décide, il fait comme il veut. Et donc je suis vraiment embêtée parce que j'avais envie de passer un bon moment. J'aime bien le film un peu, le cinéma d'horreur un peu médiocre, mais un peu imaginatif. C'est pour ça que j'aime autant les Blumhouse, parce que généralement, quand il y a un postulat accrocheur, je sais que je monte dans le train fantôme et que ça va marcher tout seul parce que les codes, je les aime et je les connais. Là, malheureusement, ça ne prend pas. Je comprends pourquoi Jordan Peele a pu vouloir le produire, notamment sur scénario, parce que c'est une culture qui est super propice à faire du cinéma de genre. Et qui le traite en plus très bien. Je trouve que le fait d'avoir tout un cast vraiment hindou qui montre un pan rituel qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma et dans le cinéma horrifique, c'était super. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. Voilà, c'est tout pour la critique un peu longue. Et sur mon petit incident cinéma, n'hésitez pas à me dire si ça vous arrive aussi. Je suis désolé, c'est assourdissant. Suivant. Voilà, c'est presque fini, mais comme chaque semaine, il en reste un peu plus. On vous le laisse. Simon, est-ce que tu vas nous parler d'un livre ? Bien sûr, mais pas n'importe lequel, parce que si la merveilleuse polémique entre Juliette Armanet et Michel Sardou vous a manqué, moi je vous ai ramené Connemara de Nicolas Mathieu. Bon alors rassurez-vous, ça ne parle ni de Michel, ni de Sardou, ni de musique c'est fasciste. Dommage. Mais c'est un très beau et très grand livre. Alors Nicolas Mathieu, il a eu le prix Goncourt il y a quelques années pour son roman Leurs enfants après eux. Qui va être adapté au cinéma par les frères Boukama très prochainement parce que le tournage est bientôt fini. Oula, faut vite que je le lise parce que oui, faut vite que je le lise. Voilà. Et
moi j'étais un petit peu passé à côté de ce romancier, tout simplement, pas par manque d'envie, mais par manque de temps. Le fait est aussi que j'ai une confiance qu'on peut qualifier de relative dans les choix du Goncourt, et que donc je m'étais pas précipité sur son œuvre, même si en général ses choix de titres me laissaient à penser que j'allais peut-être un peu m'amuser avec lui, parce qu'il a aussi, je crois que son premier roman, en tout cas le premier dont j'ai entendu parler, avait un titre absolument formidable, qui était Aux animaux la guerre. Donc voilà, je le surveillais d'assez près. Et puis donc j'ai attaqué avec Connemara. Connemara, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire d'amour qui se passe entre les années 2020, donc dans le Grand Est en France, où on va suivre deux personnages. Hélène, qui est une transfuge de classe à qui tout a réussi parce que elle vient d'une famille relativement modeste, mais jeune fille brillante. Elle a gravi tous les échelons, tant et si bien qu'elle est revenue dans sa région natale. Elle bosse dans une énorme boîte de consulting, sauf qu'elle est assez malheureuse, qu'elle s'emmerde malgré tout l'argent qu'elle gagne et malgré tous les signes extérieurs de sa réussite sociale. Elle se demande si tout ce qu'on lui avait promis n'était pas un grand mensonge. Et puis elle va croiser la route de quelqu'un qu'elle a bien connu dans son adolescence, qui est Christophe Maréchal. Christophe Maréchal, c'était le joueur de l'équipe de hockey. C'était celui, vous savez, qui fait partie de ces gens qui ont vécu ce truc assez tragique, c'est que les plus belles années de leur vie, leur grand moment de gloire, ça a été la jonction collège-lycée. Et après, ils sont retombés dans l'oubli. Mais la différence, c'est que Christophe, lui, il n'est pas si malheureux que ça. Il a encore l'espoir. Il n'a pas été ensuqué et détruit par le pessimisme de sa vie de commercial vendeur de croquettes. Il se dit que quand même la vie pourrait reprendre et que l'espoir, c'est pas mort. Il n'y a pas de raison que ce soit mort. Et donc quand ces deux-là vont se recroiser, va commencer une histoire d'amour inattendue, improbable, assez bouleversante, très très belle, et qui va tout simplement nous faire zigzaguer entre donc le présent de ce premier quart de 21e siècle, et puis leur adolescence dans les années 90 et comment ils se sont croisés. Alors, c'est assez divinement écrit, c'est formidablement caractérisé. Et pourquoi ? Parce que Nicolas Mathieu, il a une qualité que j'appellerais une qualité photographique dans sa littérature. Il y a une figure de style, un mécanisme qu'il emploie assez fréquemment dans le bouquin et qu'il emploie assez brillamment, il faut le dire. Ça va être un moment où il va commencer à, on va dire, dénouer le fil d'une situation ou à établir le caractère d'un personnage en débitant un peu à la manière d'une mitraillette plein d'identités remarquables sur l'époque, ce qu'il aime, les dessins animés qu'il regarde si c'est un enfant, ou ce qu'il fait dans ses habitudes. Et on va comme ça avoir un long paragraphe, comme un espèce de bloc, qui va vraiment nous donner, c'est un peu ce sentiment d'instantané photographique, où on aurait une multiplicité d'angles, de facettes qui nous sont tout de suite jetées au visage. Il le fait avec une musicalité, une précision dans les exemples qu'il choisit et une capacité, on va dire, à créer un peu de tragique, un peu de comédie ou un peu de poésie à partir d'éléments très bruts, très faussement cosmétiques et très universels de la culture populaire et de la culture collective. Et ça, c'est très 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 impressionnant, allié à un beau sens de la dramaturgie. Vraiment, c'est un sacrément chouette roman, et je suis ravi de l'avoir lu. Et là maintenant, je vais me jeter dans le nouveau Maria Pourchet qui avait écrit Feu, dont je vous avais parlé il y a déjà quelques temps. Moi, j'ai juste une petite question à te poser, Simon. Est-ce que dans Connemara, du coup, il y a Sean Kelly qui dit à Maureen qu'il est catholique, et du coup Maureen lui dit oui, ou ça n'a rien à voir ? Rien à voir. Ok, très bien. C'est juste ça. Donc c'était pas pour une reco que tu me faisais Absolument le signe. pas. D'accord, donc Arthur a un livre toi aussi. Alors oui, franchement, je fais pas souvent des livres, je fais souvent des albums. Mais attention, spoiler alerte, 3 recos cette semaine, 3 livres. C'est bien. Comme c'est quoi, bien. En même temps, c'est la rentrée les étés... littéraire, hein. Moi Pardon. Il est très... Ouais, désolé. En fait, moi, je dois vous reconnaître que je ne lis pas énormément de romans. Déjà, j'arrive pas à trouver le temps de lire en ce moment, c'est pas forcément toujours simple. Et je lis quand même beaucoup de livres autour de cinéastes, d'acteurs, de biographies, d'analyses de ciné, etc. J'avoue que j'ai pas le temps de lire beaucoup de romans. Donc, quand je vous dis que moi, c'est un truc qui m'a transporté, ça veut pas dire que c'est forcément immense. Le fait est que c'est quand même mais nous dis pas ça, c'est terrible de dire. Alors moi, je vous parle d'un livre, mais c'est peut-être de la merde. Hein. Non, en fait, là où par contre, je pense que je touche du doigt quelque chose qui est quand même assez vrai et qui touche beaucoup de gens, c'est que c'est un des plus grands succès de la rentrée littéraire. Donc c'est que je suis quand même un peu dans le sujet. Et puis, pour avoir parlé à un copain qui travaille dans la littérature et qui écrit pour des magazines de littérature, il est d'accord pour dire que c'est un des meilleurs bouquins de la rentrée, même si on pourrait avoir tendance à le regarder un peu de haut, parce que c'est écrit par un jeune homme qu'on a découvert à 18 ans sur Quotidien, à faire des petites chroniques, puis après à faire un petit caméo chez Dupieux par-ci, machin, et puis après il a fait un spectacle, un stand-up sur Netflix qui était quand même vraiment très puissant, très fort, très introspectif, et qui donc sort son premier roman, Panayotis Pasco, La prochaine fois que tu mordras la poussière, et c'est donc autobiographique, segmenté, avec un style très cash, très direct, où il va raconter des choses extrêmement intimes, et
et c'est pas mes mots, hein, mais je parlais avec mon ami journaliste littérature qui nous écoute et que j'embrasse, c'est rare d'avoir des hommes romanciers qui font autant un travail d'introspection de ce niveau-là. Là, c'est un livre qui va traiter autant de son rapport à son père, que de son rapport à sa propre dépression, que de son rapport à son coming out et à son homosexualité et à comment il a réussi à conjuguer les trois. Ça faisait très longtemps que j'avais pas autant pleuré devant un livre. Il y a une scène, je fais un petit trigger warning, il y a 2-3 pages où il raconte sa tentative de suicide. J'ai jamais vu quelqu'un qui m'explique aussi bien ce qu'on ressent. Pour moi, le suicide, c'est toujours quelque chose que j'ai jamais vraiment compris, que j'ai toujours regardé un peu de loin en me disant que j'ai trop peur de la mort, je ne comprends pas. J'ai lu ces pages et je me suis dit, ok, d'accord, je crois que je saisis, je comprends. C'est un livre qui me parle à plein d'endroits et pour en avoir parlé avec des gens autour de moi qui l'ont lu, qui parlent un peu à tout le monde, c'est un style très parlé, donc c'est pas une belle littérature, etc. Moi, je trouve qu'il y a des belles métaphores et tout, mais voilà, moi, je l'ai lu parce que pour le boulot, pour Conbini et autres, je pensais pas non seulement le lire aussi vite, non seulement trouver ça aussi bien, et je pensais pas qu'il allait aller aussi loin dans ce regard sur lui-même. Enfin, il a un recul qui, moi, après des années de thérapie, je n'arrive pas à voir sur moi-même. Enfin, franchement, j'ai été vraiment très, très, très surpris. Et je peux que vous le recommander. Trigger warning, c'est pas toujours simple. C'est même franchement triste parce que c'est sur un père qui va mourir, sur son rapport à lui, son corps et comment on refoule sa sexualité. Enfin, c'est vraiment des sujets pas faciles, mais c'est un grand choc de la part de quelqu'un qui lit pas beaucoup de romans, mais quand même. Du coup, je finis aussi avec un livre d'une autrice que vous connaissez tous, vu que je vais parler, pareil, c'est même pas un événement, elle sort tellement de livres par an, mais je vais vous parler du dernier livre d'Amélie Nothomb. Ah, c'est un peu le Quentin Dupieux de la littérature. Alors, pour l'anecdote, elle en écrit quasiment le triple et elle les met tous dans un coffre et elle en sort 3. Genre vraiment, c'est une anecdote que je trouve assez fascinante. Elle écrit vraiment énormément. Mon rapport à Amélie Nothomb, c'est que j'ai commencé à la lire à l'adolescence, comme beaucoup de jeunes filles d'ailleurs, notamment, pareil, l'hygiène de l'assassin, métaphysique des tubes, cosmétique de l'ennemi. Enfin, je vais pas vous faire la liste de tous ces livres. Il faut savoir que je me suis arrêtée à un moment de lire Amélie Nothomb parce que elle m'a ennuyée à partir de Barbe Bleue. Donc vraiment, on est quand même vraiment tard dans sa filmographie, dans sa bibliographie. Et là, parce qu'on était, pour tout vous dire, à Deauville, que j'avais oublié le bouquin que je lisais, que je sais qu'un Nothomb, ça se lit très vite. Parce que c'est très peu de pages, c'est sorti toujours chez Albin Michel, donc c'est un format très facile à lire, très aéré, très espacé. Et donc je le lisais un peu sans attente. Et j'ai été, pareil, un peu bouleversée, non pas tant par le début, qui est quelque chose qu'on retrouve un peu dans son style, quelque chose entre l'autobiographie fantasmagorique, un espèce de fantasme de sa vie, de son enfance, de son adolescence. Elle parle de tous ses voyages parce que son père était diplomate. Et en fait, les 3/4 du livre, elle raconte sa fascination pour les oiseaux. On peut se dire, oui, elle est excentrique et elle est vraiment excentrique. Amélie Nothomb, j'avais eu la chance de la rencontrer à un salon du livre et travailler quelques jours avec elle. C'est quelqu'un d'excentrique, mais c'est quelqu'un de très touchant parce que vraiment à fleur de peau, et elle a un rapport au monde assez unique et qui n'est pas fin, contrairement à ce qu'on peut penser. Et en fait, la toute dernière partie, donc les 30 dernières pages, elle parle du décès de son père qui est mort pendant le Covid. Et j'ai l'impression, il faut savoir aussi qu'elle parle, elle en a parlé en interview, vous l'avez peut-être vu passer, elle parle du viol qu'elle a subi pendant qu'elle était toute jeune adolescente, à 12 ans, comment elle s'est faite violer par plusieurs hommes. Pareil, c'est un tout petit passage, elle est extrêmement pudique sur ça, mais par contre, sur le décès de son père, en fait, elle n'a pas pu assister, il n'y a pas eu d'enterrement parce que c'était le Covid. Et en fait, elle parle de son... C'est un rapport que je n'avais jamais lu. Elle dit qu'elle avait une relation apaisée et sereine avec son père pendant toute sa vie et qu'elle avait enfin une relation passionnelle, d'amour pur avec son père depuis qu'il est mort. Et vraiment, j'avais les larmes aux yeux en lisant ça parce que je trouve que tout ce qu'elle a mis dans toute sa littérature d'un peu excentrique, là elle est revenue à un espèce d'essentiel, surtout qu'elle a un style avec de temps en temps un vocabulaire un petit peu too much. Là elle revient vraiment à l'essentiel sur les 30 dernières pages et je pense que c'est ce qu'elle a écrit de mieux, ces 30 dernières pages-là. Donc il faut savoir qu'un Amélie Nothomb, ça se lit en 1h30 maximum. C'est très facile mais c'est assez savoureux. Voilà, et si jamais vous n'en avez pas lu,
Moi, je trouve que vraiment Cosmétique de l'ennemi, c'est vraiment un très très bon livre. Donc, jetez-vous sur quelques Amélie Nothomb. C'est vraiment très chouette. Il s'appelle comment le nouveau ? Ah oui, pardon. Il s'appelle Psychopompe. Voilà, puisqu'elle parle de ce lien très particulier entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Donc c'est voilà, je trouve que c'est un très bon livre. On ne voulait pas finir cet épisode sans vous remercier du fond du cœur pour tous les messages que vous nous avez envoyés sur les réseaux sociaux cet été. Vous êtes des amours. On est ravis que ce format estival vous ait autant plu. D'ailleurs, en parlant de nouveaux formats, la semaine prochaine, vous allez découvrir la première interview réalisée sans trucage de Michel Gondry à l'occasion... Oui, youpi. Désolé, je t'ai coupé. Non, je t'ai coupé, mais c'était mon exaltation qui a parlé. Tout le monde... Alors, t'as fait un youpi, mais un youpi. Allez, un peu d'exaltation pour Michel. Ouais, voilà. Ça, c'est vrai. Michel. Non, pardon. Du coup, de Michel Gondry à l'occasion de la sortie du livre des solutions. On attend déjà avec impatience vos retours. On attend aussi le retour tant attendu de Nicolas la semaine prochaine. Nicolas qui, à l'heure où on enregistre, a terminé son roman. Et bravo à lui. Bravo. Ouais, qui est, on peut le dire, une biographie fantasmatique et en rime de Maïté. Waouh. Oui. Ça va claquer les anguilles. J'ai hâte. Du coup, j'allais dire que c'est le meilleur d'entre nous. Puis j'avoue que, là, on l'a fait à deux, du coup. Mais la cohabitation avec Nicolas, elle doit cesser. Donc, du coup, on le retrouve la semaine prochaine. Nous, on se retrouve mardi pour une course épique dans un univers gothique. Le genre de film qui peut vite vous faire perdre la tête. Bye les amis et gloire aux robes longues. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13. Oh la vache! Oh, je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.